Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Bleach et de tous ses pires défauts. Les arcs qui se répètent, les retournements de situation incohérents, les power-ups sans explication, le power scaling complètement à la rue, tous ces personnages secondaires totalement oubliés du jour au lendemain. Évidemment là il s'agira de Chad, de Doriyemi, mais pas que. On vomira également notre haine sur Inamori, le pire personnage de l'histoire de l'animation japonaise. Et on va également revenir sur la gestion catastrophique des espadas, l'absence de conséquences vis-à-vis des décisions des personnages, l'arc bound qui n'a ni queue ni tête, la façon dont Kubo a totalement perdu le contrôle de son propre univers. Bref, on va beaucoup parler, on va beaucoup critiquer, on va répandre beaucoup de sel. Alors voilà, sans plus attendre, c'est parti. Petite précision avant de commencer, je reviendrai effectivement au cours de la vidéo, voilà, en mode Yagi du futur, après chaque incohérence soulevée ou presque, pour préciser certains points, voilà, vis-à-vis des trucs dont je viendrai de parler, donner de nouvelles infos, ou faire des addendums, là où j'ai dit des conneries. Et ça, justement, je ne peux le faire que grâce à Shinji Nova, de la chaîne La Gazette du Sereitei, une chaîne effectivement YouTube que je vous conseille très chaudement, et qui m'a filé un énorme coup de main pour corriger et compléter ma vidéo. Donc si vous êtes des fans de Bleach et que vous voulez du contenu de qualité, ultra pointu et bien mieux que mes vidéos, eh bien abonnez-vous à sa chaîne. Et franchement, vous allez certainement apprendre 10 fois plus en une vidéo chez lui que dans 3 débats Bleach sur X réunis. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème. Déjà, on va commencer avec, comme diraient les Américains, l'éléphant dans la salle. Voilà, the elephant in the room. Bien évidemment, on va parler du vieillissement dans la Soul Society qui n'a jamais été cohérent. Voilà, désolé, eh oui. Parce que, bon, l'idée que les âmes réapparaissent à l'âge auquel elles sont mortes fait sens. Le problème, c'est que les Shinigami vieillissent extrêmement lentement, et ça fonctionne pas toujours en termes sémantiques, c'est-à-dire que des personnages tels que Rukia ou Toshiro semblent rester jeunes pendant des siècles et des siècles, alors que d'autres comme Yamamoto paraissent bien plus âgés, malgré des âges plus ou moins similaires. Et cette incohérence a troublé plus d'un fan, ça c'est une évidence, pendant des années, et même si effectivement Tite Kubo, donc le mangaka de Bleach, a essayé à plus d'une reprise de faire sens de ce problème, parce que c'est clairement un problème, ça n'a aucun sens, à la fin, moi j'ai pas tout à fait compris. Peut-être dans les commentaires, il y aura des gens qui vont vous expliquer qu'en fait tout est logique et que Kubo avait tout compris. Bon, désolé, je ferai partie des incrédules. Bon, alors, avant de passer à la suite, parlons un peu encore une fois du vieillissement dans la Soul Society. Donc déjà, je me suis trompé quand j'ai dit qu'on réapparaissait à l'âge de sa mort. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que lorsque l'on crève dans l'univers de Bleach, on renaît en Rukongai, et ensuite on grandit et on vieillit, comme Rukia ou Renji. Ensuite, j'ai été un peu dans l'approximation lorsque j'ai dit que Rukia et Toshiro sont restés jeunes des siècles. Bon, la longévité et l'apparence sont sous-définis par le milieu spirituel versus le monde humain. Voilà, bon. Donc c'est pas forcément une contradiction explicite. Et ensuite, voilà, le temps et les lois physiques peuvent différer entre monde humain, Keiichi, et la Soul Society, le Reichi. Aussi autre chose, bon, ça encore une fois, en ce qui me concerne, pour moi, c'est pas une erreur de ma vidéo, mais je préfère quand même le dire. Quand je dis que les personnages ont le même âge, évidemment que non. Ils ont pas le même âge. Yamamoto a plus d'un millénaire et les autres, voilà, bon. Écoutez, je me comprends, quoi. C'était une expression, faut pas tout prendre au pied de la lettre. Donc voilà. On va parler bien évidemment de l'échelle de puissance, du power creep, qui est complètement incohérent. Voilà. Et ça, c'est l'une des critiques récurrentes des fans que nous sommes sur la gestion, on va le dire, chaotique des échelles de puissance dans ce manga. C'est-à-dire que on s'attend par exemple à ce que les vice-capitaines soient juste en dessous des capitaines, mais on prend des personnages tels que Shojiro Sasakibe qui se font battre ultra facilement par tout un chacun, et même chez les Arrancar, certains comme Ulquiorra possèdent des transformations inattendues, les rendant quasiment plus forts que le chef de son groupe. C'est quand même bizarre. Alors que Yami, censé être le plus puissant des espadas, est vaincu sans grande difficulté par des capitaines qui ont eu du mal contre des ennemis plus faibles. Puis de toutes les manières, voilà, il y a même plein de trucs dont j'avais déjà même pas parlé dans ma précédente vidéo, mais par exemple le fait que Ichigo batte Zaraki lors de leur premier duel, lors de leur première rencontre, ça n'a aucun sens, surtout quand tu vois à quel point Zaraki est surpuissant après, et qu'il est en capacité de battre 2 capitaines les uns après les autres, particulièrement et nommément Tosen et Komamura. Voilà, qui se sont fait effectivement retourner comme des crêpes par Zaraki en l'espace de 5 minutes, juste après la défaite de Zaraki face à Ichigo. Enfin, ça n'a aucun sens, alors qu'en plus Ichigo n'avait même pas débloqué son Bankai à l'époque. C'est quand même un truc de fou, le gars il était en train de s'amuser avec son Shikai. Ça n'a strictement aucun sens, désolé pour Tite Kubo.
Voilà. Bon, je reviens vite sur l'échelle de puissance et l'incohérence de cette échelle de puissance. Bon, lorsque je dis effectivement que les vice-capitaines sont toujours en dessous des capitaines, quoi qu'il se passe, bon, c'est pas tout à fait vrai. Le rang n'est pas forcément égal à l'issue du combat. Généralement, c'est le cas, mais il y a quand même quelques match-up, quelques conditions qui peuvent faire qu'un vice-capitaine peut être plus fort qu'un capitaine, telles que le vol de Bankai ou certaines aptitudes, effectivement, qui vont marcher ensemble ou pas. Ça peut compter. Ensuite, quand je dis qu'il n'était pas cohérent qu'Ulquiorra soit le meilleur ou je sais pas quoi, en fait, le truc, c'est que sa Segunda Eta pas été cachée, donc c'est pas forcément établi qu'il dépasse Stark en réalité. Ensuite, j'ai dit que Yami, c'est-à-dire l'Espada Zero, a été vaincu sans difficulté. Bon, en fait, c'est pas qu'il a été vaincu sans difficulté, c'est juste qu'en fait, le combat n'a pas été montré, donc le combat aurait très bien pu être long et difficile, on ne sait pas. De toutes les manières, voilà, c'est 2 capitaines contre 1, donc j'imagine que c'était pas si facile que ça, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est absolument pas le focus dans le manga. Voilà, en une case, c'est réglé. Ensuite, j'ai dit que le fait que Ichigo puisse battre Kenpachi sans Bankai est une incohérence, et je suis assez d'accord, mais bon, on pourrait aussi dire que Kenpachi se bride parce que effectivement, bon, il veut voilà, ressentir l'excitation du combat, et Ichigo est quand même pas mal aidé par des facteurs internes. Cela étant dit, pour moi, voilà, encore une fois, je pense qu'on peut contester, mais pas totalement remettre en cause cette incohérence, parce qu'il est évident que Tite Kubo n'avait pas la moindre idée d'à quel point Kenpachi allait se révéler être complètement pété quelques chapitres après. Pour moi, c'est une évidence. Ensuite, en ce qui concerne Sasakibe, on va dire que j'ai fait preuve d'une certaine approximation, parce qu'il est montré faible malgré un niveau de capitaine, mais il sera mieux revalorisé voilà, dans l'animé Thousand Year Blood War. Et au niveau des cas particuliers, il faut aussi effectivement dire que Renji et Rukia profiteront d'un entraînement de la Division 0, Nemu sera buffé par Mayuriko Otsuchi, c'est implicite, et il y a aussi les databooks pour effectivement corroborer ce que je viens de dire, et il y a effectivement Nanao avec son Ayoken, donc qui est un peu le contre parfait des pouvoirs divins de Yhwach. Au-delà de ça, et on va parler, comment dire, de quelque chose de global pour finalement retomber sur quelque chose de beaucoup plus précis. Bien là, on va parler effectivement un peu des power-up. Voilà, des power-up, c'est-à-dire que bien souvent dans Bleach, quand un personnage combat, il se fait défoncer, et à la fin du combat, il a une espèce de petit flashback, on lui rajoute un pouvoir de son cul, et il gagne, tu vois. C'est complètement, voilà, aucun foreshadow, aucun fusil de Chekhov, voilà. Les pouvoirs des personnages qui apparaissent quand ils en ont besoin, ça n'a aucun sens. Mais là où je vais être beaucoup plus précis, j'aimerais parler d'un personnage bien particulier dans Bleach, et je pense que les fans savent déjà de qui je vais parler. Évidemment, Yhwach, voilà, qui est quand même, enfin je veux dire, lui il fait ça tout le temps, quoi. Voilà, il fait ça tous les matins avant de prendre son petit déjeuner. C'est un truc de fou. Il est clairement présenté dès le début comme une entité quasi divine, avec des capacités omniscientes, et à chaque fois qu'il combat, bien évidemment, bon, que ce soit contre Genri Usai ou contre l'espèce de chauve barbu là de la Division 0, bon, voilà, il gagne avec un petit pouvoir donné à la dernière seconde, qui n'a jamais été foreshadowé et qui n'a jamais été introduit auparavant. Voilà, c'est le classique de Yhwach. Par contre, ce qui est vraiment chiant, c'est que c'est totalement incohérent, dans le sens où il se fait vaincre par Ichigo et Ishida de manière étonnamment simple. Et malgré ses pouvoirs divins, une flèche spéciale et une trahison semblent suffire à annihiler sa toute-puissance. C'est quand même bizarre. Et bien que cela puisse sembler plus ou moins logique dans le contexte, cela trahit tout de même le concept du personnage quasi divin, qui aurait dû, en fait, être bien plus difficile à vaincre. Après, c'est le problème aussi avec les mangaka qui t'inventent des personnages, des grands méchants, totalement trop puissants, complètement surcheatés, et à la fin, bah, tu te rends compte que ils ont pas réfléchi à comment les battre. Voilà. Évidemment, pour moi, le meilleur exemple de cela, c'est dans Shaman King, avec Ao, évidemment, dans Shaman King, bon, qui est tellement complètement surpété et surdosé, qu'à la fin du manga, bon, tu sens qu'effectivement, le mangaka, enfin, je sais pas, il panique, ça se finit sur un cliffhanger, il sait pas quoi faire, il sait même pas quoi faire. Je crois qu'à la fin, même Ao, il devient gentil, il me semble que c'est ça. À la fin, il sait pas comment le battre, quoi. Enfin, ouais, bon, Ao, finalement, c'est un mec bien. C'est vraiment le truc. Bref, c'est ça le problème, quand tu inventes des personnages de grands méchants qui sont complètement pétés, bah, à la fin, pour les battre, ça devient un peu difficile. Voilà. Bon, sur les pouvoirs divins du Yhwach, le fait qu'ils soient trop facilement contournés, bon, quand je dis que ces pouvoirs sont sortis nulle part, c'est le cas pour un certain nombre de ces pouvoirs, mais pas tous, parce qu'il y en a certains qui sont annoncés, et d'autres qui sont montrés, même si c'est tard. On va pas se mentir, voilà, encore une fois, je ne retire pas tout ce que j'ai dit, ça reste mal écrit en ce qui me concerne, mais il y a certains de ces pouvoirs qui ont été un peu foreshadowés, mais bon, ça reste quand même léger, je trouve. Et quand je dis que, bon, il a été vaincu simplement par une flèche, une trahison, oui, bon, ça reste simple, mais quand même, c'est un plan combiné de Aizen qui a fait le leur, Uryu qui balance son style silver, et Ichigo qui l'achève. Donc,
c'est simple, mais pas tant que ça. Donc il faut aussi effectivement quand même rendre à César ce qui appartient à Tite Kubo. Ah oui, aussi, je voulais rajouter, et ça, grâce à Shinji Nova qui m'a bien expliqué pas mal de trucs là-dessus, c'est que Yuabak a surtout perdu parce que Jugram, qui est sa moitié, lui a donné une fausse vision pendant qu'il dormait, et c'est à cause de ça qu'il a pas pu voir le coup final d'Ichigo en version manga. Donc ça, c'est pas quelque chose que l'on voit dans l'anime apparemment. Et ça n'a pas été compris, ça n'a pas été clair pour beaucoup, dont moi. Et c'est pour ça qu'en fait, Shinji d'ailleurs me le dit souvent, mais c'est qu'il y a beaucoup d'implicites dans Bleach. Il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément dites directement, et ce sont des choses effectivement que l'on doit deviner. Voilà, bref. Pas deviner, mais c'est des choses qui sont dans le sous-texte. Voilà, tout simplement. Au-delà de ça, autre incohérence, difficile à expliquer, c'est le fait que Ichigo, bien souvent, ne mérite pas les nouvelles capacités auxquelles il a droit. C'est-à-dire que dans les premiers arcs de Bleach, c'est cohérent, dans le sens où Ichigo gagne ses pouvoirs petit à petit, grâce à des entraînements, on va le dire, intenses. Et ça instaurait une logique assez simple, c'est-à-dire qu'obtenir de nouvelles capacités demande des sacrifices. Voilà. C'est facile à saisir. Cependant, au fil de la série, au fil du manga, au fil de l'anime, Ichigo reçoit de plus en plus de pouvoirs sans vraiment les mériter. Notamment dans les arcs fillers où il gagne de la puissance juste en se rappelant de ses amis. Voilà. Il nous fait la spéciale Fairy Tail, bien évidemment. Ça contredit complètement les bases établies par les premiers arcs. Et au-delà de ça, il y a le délire de, finalement, Ichigo, voilà, il est Quincy, il est humain, il est Shinigami, il est Arrancar, il est Fullbring, il est... Voilà. Et en fait, on t'invente, on te construit son arbre généalogique pour justifier ses power-up a posteriori. Ça n'a aucun putain de sens, et pour moi, c'est l'une des pires incohérences du manga, désolé. Bon, vis-à-vis de Ichigo et le fait qu'il n'a pas mérité ses nouvelles capacités, bon, là encore, on peut en discuter. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ces power-up qui viennent d'entraînements assez lourds, comme son entraînement avec Urahara, son entraînement avec Yoruichi, avec les Wizards, avec Dangai. Là aussi, bon, voilà. Ensuite, je voulais quand même clarifier vis-à-vis de ces sources de pouvoir qui sont héritées, c'est-à-dire que ce soit Quincy, Fullbring, Holo et Shinigami, donc les trois premiers c'est sa mère et Shinigami c'est son père, tout ça c'est davantage détaillé dans les romans. D'ailleurs, c'est la spécialité de Shinji, de la Gazette du Seretai, mais bon, voilà, je vous le dis. D'ailleurs, je lui ai dit aussi à Shinji, parce que lui, il voulait absolument que je parle beaucoup des romans dans cette vidéo et dans mes corrections, et franchement, je ne peux que louer sa passion. Le gars, il est ultra passionné sur Bleach, c'est vraiment impressionnant. Mais j'avoue que moi, bon, voilà, je vais pas dire que je m'en fiche, mais en ce qui me concerne, à un moment, quand tu consommes une œuvre, tu veux que toutes les informations qui pourraient ou pas t'aider à comprendre mieux l'œuvre, le lore et le système de combat, le système de magie et même les personnages et le caractère développement des personnages, que tout ça puisse quand même se trouver dans l'œuvre en question et que t'as pas à aller lire des romans, des spin-offs ou je sais pas quoi pour comprendre un peu comment ça se passe. C'est comme si t'allais voir un film et qu'à la sortie du cinéma, on te tende effectivement un fascicule pour t'expliquer en fait le film, parce qu'en fait dans le film il y a des éléments narratifs qui manquent. Pour moi, c'est problématique. Mais bon, voilà, encore une fois, je voulais tout de même rendre hommage à effectivement Shinji, bon, au moins pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur les origines génétiques de notre ami Ichigo, il y a les informations, elles sont là, quoi. Maintenant, on va parler de mon personnage préféré avec Mayuriko Otsuchi, de Bleach. On va parler donc de Zaraki. Je pense que les fans de Bleach savent très bien là où je vais en venir. Là, on va parler bien évidemment de Yashiro Kusagishi. Alors, quel est le problème de ce personnage, hein, tout cute, voilà, avec les cheveux roses, qui est toujours sur l'épaule de Zaraki. Bon, c'est quasiment sa fille adoptive, là-dessus, il n'y a pas de souci, et c'était un personnage très sympa. Moi, j'aimais beaucoup la dynamique entre ces deux personnages. Ça rendait Zaraki un peu plus humain, moi, à la limite, il n'y a pas de souci. Et le problème de ce personnage, c'est que pendant un certain temps, il y avait pas mal de théories sur l'identité de Yashiro, parce qu'on voit effectivement que Yashiro et Zaraki se rencontrent il y a quelques années, alors que Yashiro était, il me semble, je crois, au milieu d'un massacre que Zaraki avait perpétré, et bon, Zaraki la trouve, il dit, bon, vas-y, je vais l'adopter. Bon, ok, et il y en avait pas mal qui, avaient émis la théorie comme quoi Yashiro serait en fait la représentation physique du Bankai de Zaraki. Et c'est une excellente idée, et je pense que Tekubo aussi a estimé que c'était une excellente idée parce que finalement ça a été canonisé. Alors pour moi je pense que c'était pas du tout l'idée de Tite Kubo de base, parce que le problème du fait que Yashiro soit effectivement révélé comme étant un Zanpakuto, ça fait aucun sens. C'est-à-dire que je pense que la plupart des fans de Bleach vont me reprendre par le callback pour la plupart des incohérences que je vais citer, dire non mais en fait tout est expliqué dans le chapitre je sais pas combien, nanana. Pour l'histoire de Yashiro, je vous mets au défi d'essayer de m'expliquer, de prouver que c'est logique, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que l'existence de Yashiro en tant que Zanpakuto contredit toutes les règles des Zanpakuto. Toutes les règles des Zanpakuto sont contredites par l'existence de Yashiro en tant que Zanpakuto. Déjà, on va commencer. Normalement, la forme matérialisée d'un Zanpakuto n'est visible que par le propriétaire du dit Zanpakuto. Le problème, c'est que Yashiro est vu par tout le monde. Voilà, tout le monde interagit avec elle, même le vieux Gedri Usai.
il s'occupe un peu d'elle en mode ouais, est-ce que tu veux du thé, t'es Mimi. Voilà. Bon, déjà, là, il y a incohérence. En plus, elle possède son propre Zanpakuto, un Zanpakuto qui a son propre Zanpakuto. Bon, ok, d'accord, super, n'a aucun sens sur 20. Et en plus, après, vous me direz, il me semble que c'est un arc filler, mais lors de la rébellion des Zanpakuto, bah, elle reste totalement épargnée. Ce qui ne correspond pas du tout aux règles établies dans l'univers. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Je trouve que l'idée est sympathique, non, la vérité, l'idée est sympathique, de la gamine qui finalement est le Zanpakuto matérialisé de Zaraki. En plus, c'est d'autant plus marrant, parce que le Zanpakuto, l'âme de Zaraki est représentée par une petite fille, enfin je veux dire, c'est marrant, je trouve ça vraiment sympathique, c'est une bonne idée. Le problème, c'est que ça se voit que Tite Kubo n'avait pas eu cette idée, parce que s'il avait eu cette idée, il aurait rendu ça beaucoup plus logique. Ce qu'il aurait fallu faire déjà, c'est que personne n'interagisse avec la gamine. C'est ça en fait le problème, c'est que déjà, dès qu'on la voit, la petite Yashiro, elle met des coups de tête dans la tête d'Orihime. Bon, à la limite, ça c'est une très bonne chose. Là-dessus, moi je ne le veux pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a clairement aucun sens. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est se la jouer, comment dire, un peu à la Afro Samurai, tu vois. Dans Afro Samurai, par exemple, le personnage de Ninja, bah justement, quand, je crois à la fin de l'épisode 4 ou au début de l'épisode 5 de l'anime Afro Samurai, on te révèle que finalement, le sidekick d'Afro Samurai n'a jamais existé et qu'en fait, c'est son ami imaginaire. Ça fait complètement sens parce que personne n'a jamais interagi avec Ninja. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, c'est logique. Tu vois, Ninja ne se bat jamais dans l'anime Afro Samurai. Il parle jamais à personne, si ce n'est à Afro. Donc le fait qu'on te révèle que, attention, c'est un ami imaginaire, ça fait complètement sens. Le problème avec Yashiro, c'est que c'est pas le cas du tout. Voilà. L'idée est très bonne, c'est juste que, bah, elle fait pas sens, c'est pas cohérent. Voilà, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, parce que c'était une excellente idée. C'est juste que, bah, c'est mal nuancé, voilà. Bon, bref, je vais pas continuer à en parler. J'en ai parlé longuement parce que ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier, pour dire, parce que ça concerne quand même mon personnage préféré du manga, Zaraki. Et parce que j'aurais aimé que l'idée soit bien mise en scène et faire en sorte qu'elle soit cohérente. C'est bien dommage qu'elle ne le soit pas, voilà. Bon, concernant Yashiro Kusajishi, alors, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Bon, je vais quand même revenir sur 2-3 trucs. Déjà, on peut éventuellement dire que le fait que Yashiro soit une manifestation liée au Reiatsu hors norme de Kenpachi, plutôt qu'une violation de toutes les règles. Parce qu'en principe, comme vous le savez, voilà, les Zanpakuto ne sont pas visibles par les autres, mais bon, là, en ce qui concerne Yashiro, ça l'est. En ce qui me concerne, voilà, pour moi, c'est une évidence. C'est juste que, voilà, Tite Kubo, en cours de route, il s'est dit, ah, tiens, ce serait marrant de faire Yashiro le Zanpakuto de Kenpachi. Et je trouve que l'idée est parfaite. Mais ce qu'il aurait fallu faire, voilà, c'est un délire à la Fight Club. C'est-à-dire qu'il y a personne qui voit Yashiro, en fait. Qu'à chaque fois que tu vois Yashiro, elle n'a que des interactions avec Kenpachi, et qu'à la fin, on te dit, ouais, en fait, Yashiro n'a jamais existé. Et que personne ne l'a jamais vu, à part Kenpachi. Ça aurait été sympa, mais bon, ouais, écoutez, de toutes les manières, Tite Kubo, il peut écrire ce qu'il veut à la fin. Hein. Il peut très bien dire à la fin du manga, mais en fait, non, c'est normal que Yashiro puisse être visible par tout le monde, parce qu'en fait, Kenpachi a un Reiatsu qui est différent des autres. Voilà. Avec ce genre de retcon, tu peux tout justifier. C'est ça, en fait, le délire. Mais bon, bref. En tout cas, tu peux éventuellement, bon, voilà, dire que c'est un cas spécial, et que Yashiro peut être visible par tout le monde, parce que le Reiatsu de Kenpachi est différent des autres. Voilà, que c'est pas une violation de toutes les règles déjà établies par Tite Kubo. Voilà. Vous l'aurez compris, j'achète pas, mais bon, faut quand même que je vous le dise. Pour finir avec cette histoire de Yashiro, d'après Shinji, donc de la Gazette de Seretai, apparemment, la réponse aurait été apportée dans le Club Outside, qui est donc un fan club payant, où les fans peuvent poser des questions directement à Tite Kubo Sensei. Et oui, Kubo Sensei, vous le connaissez, évidemment, avec sa belle tignasse. En échange d'un abonnement mensuel au Japon. Et paraît-il, ce serait la question 151, voilà. On lui a posé la question vis-à-vis de Yashiro et du fait qu'elle soit un Zanpakuto, et il aurait donc évoqué le mystère du Zanpakuto de Yashiro. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais encore une fois, pour moi, c'est du foutage de gueule de A à Z. Si on épingle J.K. Rowling pour avoir dévoilé la moitié du lore d'Harry Potter sur X, je vois pas pourquoi on caresserait la tignasse de Tite Kubo pour faire encore pire. Parce que au moins J.K. Rowling, elle le fait gratuitement. Imagine quoi, tu payes pour intégrer le club je sais pas quoi là, et à la fin on te dit bah vas-y tu sais quoi, je vais te donner des informations sur le lore de ton manga. Mais tu te foutage de gueule, pourquoi je dois payer? Mets-le dans ton manga frérot. Enfin bref, merci à Shinji pour toutes ces informations extrêmement intéressantes. Ensuite, il me semble que j'ai dit que l'arc de la rébellion des Zanpakuto était canon, bah en fait non. Non, c'est pas canon, c'est un filler. Ensuite, petite clarification, la personnification du Nozarachi, en fait, c'est un parallèle avec Ichigo, avec le Old Man Zangetsu et le Tensa Zangetsu. Voilà, petite clarification pour ceux effectivement que ça intéresse. Bon, maintenant, parlons un peu des Quincy, évidemment, et du fait que le système du Blut n'a aucun sens. Alors, déjà,
Il faut savoir que le Blut, c'est une espèce de magic system qui est propre au Quincy, et qui apporte effectivement une nouvelle dynamique de combat intéressante, et qui est totalement différente du système de magie des Shinigami. Voilà. Et en principe, le Blut permet au Quincy de basculer entre une forme offensive et une forme défensive. Mais ce système est très vite mis de côté, et les Stern Ritters, c'est-à-dire les Quincy d'élite, finissent par utiliser principalement leur vol standing, c'est-à-dire que transformant le Blut en une simple idée oubliée, alors qu'il aurait pu être un élément majeur dans les combats, ce qui est un peu con. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ça, c'est juste que tu mets en place un système de magie et finalement bah, tu switches, sans qu'il n'y ait aucune justification pour cela quoi. Ça n'a aucun sens. Ça me rappelle un peu le délire avec Jojo Bizarre Adventure, où au début, on a effectivement le système, la d'onde de Hamon, effectivement, et à la fin, bah, on switch avec le stand. À la limite, pourquoi pas, on passe d'un des pires systèmes de magie ever au peut-être meilleur système de magie ever dans un animé, avec bien entendu le système de Nen de Hunter x Hunter, donc on va pas cracher dessus. Par contre, en ce qui concerne les Quincy, je pense qu'il y a moyen de cracher dessus. Voilà. Bon, concernant le système Blood, qui pour moi était sous-exploité, alors bon, il y a une petite approximation, c'est-à-dire que le Blood est utilisé de façon défensive et offensive par Asnoth, Uryu, Yuhabak, Quilge, Gérard en animé. Donc on peut dire effectivement qu'il a été pas assez exploré à l'écran, mais dire qu'il a été oublié, bon, j'ai peut-être exagéré. Et d'ailleurs, Urahara le détaille pas mal, détaille pas mal son fonctionnement dans le manga. Mais bon, voilà, en ce qui me concerne, il est au moins sous-exploité, tu vois, au moins sous-exploité, voilà. Peut-être pas oublié, mais sous-exploité pour moi c'est une évidence. Aussi, autre incohérence qui m'a clairement fait chier, bah, c'est l'histoire avec le Full Bring d'Ichigo qui annule totalement son sacrifice. C'est-à-dire que l'une des scènes les plus marquantes de Bleach, bah, c'est lorsqu'il perd ses pouvoirs du Shinigami après sa victoire contre Aizen. Et ce sacrifice semblait irréversible et apportait une vraie émotion à la série, dans le sens où, bon, plus rien ne sera jamais pareil. Voilà, on a battu Aizen, mais à quel prix ? C'est ça le truc. Le problème, c'est que, voilà, il y a eu l'introduction des pouvoirs Fullbring dans l'arc suivant, et ça annule totalement cette perte, et ça remet directement en question l'impact émotionnel de cette scène, qui réduit le valeur de ce sacrifice. Pour moi, en fait, ça me rappelle deux trucs. Ça me rappelle l'énorme erreur du dernier film Star Wars, hein, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire l'ascension de Skywalker, où bien évidemment il y a notre ami, le bon vieux Palpa qui revient, et bien évidemment le fait qu'il revienne, bah, ça annule totalement le sacrifice de Dark Vador dans l'épisode 6, bon déjà là il y a un gros souci, mais bon, si ça avait été juste que ça, le problème de Rise of the Skywalker, bon, on n'en reparlerait pas. Mais bref, déjà il y a ça, et ça me rappelle bien évidemment, et vu que bon bah, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans mon propre arc My Hero Academia, j'arrêtais pas de sortir des vidéos My Hero Academia, voilà, ça me rappelle le délire avec Mirio, où il perd ses pouvoirs contre Overhaul, et là on se dit, oh attention, incroyable, il s'est sacrifié pour la vie de Eri, nanani, le héros, et à la fin, bon, lors du dernier arc, il arrive en mode bah les couilles, finalement, ouais, t'inquiète pas, j'ai récupéré mes pouvoirs, et on t'explique ça en 2 cases. Ça m'a fait aussi penser à ça, pour être tout à fait honnête, quoi. C'est de la merde, et c'est con, et c'est mal branlé. Tout simplement. Bon, vis-à-vis de ce que j'ai dit sur le Full Bring d'Ichigo, comme quoi ça a annulé son sacrifice, bon, là aussi, approximation, c'est-à-dire que ça réduit l'impact émotionnel du geste, mais c'est expliqué canoniquement, c'est-à-dire qu'il y a le Full Bring, puis la restauration par les capitaines, mais bon, voilà, en ce qui me concerne, désolé, quoi. Pour moi, c'est trop facile, narrativement, c'est trop facile. Bref. D'ailleurs, en parlant de trucs qui est clairement mal branlé, on va parler du Hogyoku. Voilà, le fait que ses règles et sa véritable nature a changé plus d'une fois. C'est-à-dire que le Hogyoku, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est présenté comme un artefact capable de fusionner les pouvoirs de Shinigami et le pouvoir des holos. Mais ça change soudainement de fonction pour devenir un objet capable d'exaucer des vœux. Ok, WTF sur 20. De plus, après sa fusion avec Aizen, il révèle une volonté propre qui démunit son utilisateur s'il fait trop le malin. Voilà, donc tous ces changements m'ont clairement laissé complexe, et à la fin, si on me pose la question, c'est quoi la vraie nature du Hogyoku ? Bah moi je sais pas. Moi j'ai pas compris. J'ai été laissé sur le carreau, désolé. Pour les règles et la nature du Hogyoku qui ont changé effectivement plusieurs fois, bon, on peut en discuter. Est-ce que ce ne serait pas peut-être une révélation progressive ? C'est-à-dire que ça passe de briser les frontières, ensuite réaliser les désirs profonds de la personne, et ensuite après on découvre que le Hogyoku a une volonté propre. Est-ce que c'est pas plutôt voilà une révélation progressive du scénario plutôt qu'un changement contradictoire de Tite Kubo en plein milieu de l'intrigue ? Voilà, là encore, ça peut effectivement être ouvert à débat. Après, en ce qui me concerne, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais bon, voilà, encore une fois, je pose tout sur la table. C'est à vous de voir comment vous voyez la chose. D'autant plus que, et là, bon, ça fera plaisir à la Gazette du Sereitai, mais tout ça éclaircit davantage dans les romans. Voilà.
Bon, autre chose qui n'est pas forcément une incohérence, j'aurais peut-être dû parler de ça un peu plus tard dans la vidéo, mais on va en parler tout de suite, hein, au moins on met ça de côté. C'est plus un problème d'écriture. Le fait que, en fait, la balance entre la vie personnelle et la vie de Shinigami de Ichigo disparaît trop rapidement du manga. C'est-à-dire qu'au début de Bleach, l'un des enjeux principaux d'Ichigo, c'est de concilier ses pouvoirs de Shinigami et ses devoirs de Shinigami avec sa vie humaine, en fait. Le fait qu'il soit quand même au lycée, mais qu'en même temps, il soit devenu Shinigami, bref. Mais cette tension disparaît rapidement au fur et à mesure que la série avance, et ses responsabilités dans le monde des humains deviennent presque insignifiantes par rapport à ce qu'il doit faire dans le monde des Shinigami. Ce qui était autrefois un conflit central pour le personnage est relégué au second plan sans véritable impact sur le déroulement de l'histoire. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous considérez ça comme étant une incohérence ou pas. Pour moi, clairement, c'en est une, hein, désolé, hein. Genre, si au début on t'explique que attention ça va être chaud pour Ichigo de jongler entre ces deux vies, et à la fin finalement c'est absolument pas un problème, désolé mais moi j'appelle ça juste une inconsistance. Voilà, après d'autres personnes me diraient que le scénario n'a pas été bafoué, si vous voulez, mais pour moi clairement il y a un truc qui marche pas. Voilà. Bon, alors, sur la balance vie perso Shinigami qui disparaît de Ichigo, là aussi, c'est un choix d'écriture avec lequel on peut être d'accord ou pas. Est-ce que c'est mieux de recentrer sur les enjeux spirituels et mettre de côté le monde des humains? Pour moi, c'est une erreur. Pour d'autres, c'est pas forcément une incohérence du lore. Voilà, ça dépend de la façon dont vous voyez les choses. Et on va finir avec le dernier arc, hein, l'arc du Thousand Year Blood War, attention, qui brise ses propres enjeux et sa propre tension. Puisque cet arc démarre, on va le dire, avec une intensité assez folle, avec la Soul Society étant ravagée par les Quincy, et voilà, et des personnages comme Byakuya et le capitaine commandant Yamamoto, Genryusai, sont gravement blessés et surtout tués. Pourtant, la seconde moitié de l'arc fait machine arrière, ramenant certains personnages à la vie, dont Byakuya, mais ça, il me semble que c'est à cause des fans de Bleach, et il me semble que au début, Kubo voulait tuer Byakuya, mais finalement, il y a 1 milliard de mecs qui sont venus toquer à la porte de Tite Kubo en mode on va t'égorger si tu le ressuscites pas, et finalement, Byakuya is back. Donc ça n'a aucun putain de sens, et ça réduit complètement la gravité du début de l'arc, en fait. C'est une régression complète qui dilue l'impact dramatique de l'arc final, et qui en a clairement affaibli la conclusion. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est très simple, c'est de tuer tous les personnages inutiles. Et donc, forcément, et on en arrive, de tuer Inamori, enfin, tuer Inamori, dégager cette meuf. Mais elle et tous les autres, en réalité. Tous les mecs qui servent à rien, tuez-les. Au moins, t'auras plus de place, effectivement, mon ami Kubo, pour développer les autres personnages qui restent. Et en plus, ça donne quand même une ambiance en mode, attention, les choses commencent à devenir compliquées. Il y a des gens vraiment qui crèvent. Mais malheureusement, personne crève. À part le pauvre Genryusai. Voilà. Et il est présenté comme étant l'un des mecs les plus puissants de l'histoire, et il a jamais gagné un seul combat dans le manga, quoi. C'est quand même abusé. Enfin, il se bat contre l'espèce de holo là qui retient ses pouvoirs de Shinigami là, les pouvoirs sont impacto, mais enfin je veux dire c'est une maigre victoire quoi. Bref, je préfère pas en parler. Bon, vis-à-vis de mes critiques sur l'arc final et le fait que ça brise ses propres enjeux et sa tension, bon, je vais revenir un peu. Quand je dis que Byakuya a été sauvé à cause des fans, ce n'est pas sourcé, il n'y a pas de preuves techniques, même si bon, en principe pour moi c'est une évidence. Mais voilà, pour ceux qui sont pas contents, non mais vas-y, sors les sources, où sont les sources? Il y a pas les sources, je les ai pas. Mais c'est une évidence que c'est ça. Ensuite, quand j'ai dit qu'Yamamoto n'a jamais gagné de combat, c'est techniquement faux. Il a jamais gagné de gros combats, techniquement. Mais bon, voilà, si on revient au texte, oui, il a vaincu Wonderweiss et il a pulvérisé le faux Yuabak juste avant sa riposte. Donc oui, bon d'accord, il a gagné des trucs, mais enfin, je veux dire, voilà, si tu vois la stature du personnage et si tu vois son palmarès, ça fout quand même un peu le seum. Ensuite, quand je dis que personne ne meurt à part Yamamoto, c'est pas vrai, parce que Unohana et Sasakibe meurent notamment, voilà, il y en a d'autres aussi, même s'il n'y a pas beaucoup de morts, et ça c'est un gros problème des shonen neketsu. Ensuite, pour la mort de Byakuya, je ne change pas d'avis, je trouve qu'il aurait dû crever, mais bon, c'est une question d'opinion, voilà, c'est un peu un what if. En ce qui me concerne, je pense que Tite Kubo voulait aller par là, mais bon, vu que les fangirls n'étaient pas contentes, voilà quoi. Maintenant, on va discuter des incohérences qui n'en sont pas vraiment. Voilà. Donc les incohérences qui sont plus des décisions de personnages qui ne font pas forcément trop sens. Voilà. Alors déjà, on va commencer par parler de Byakuya et le fait qu'il refuse d'aider Rukia au début du manga. C'est-à-dire que son refus n'est pas tant une incohérence qu'un défaut d'écriture par rapport au personnage. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Rukia a commis un crime en donnant à Ichigo le pouvoir d'un Shinigami. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et Byakuya s'attend à ce qu'elle soit punie pour cela. Mais le problème, c'est que même si le fait de la ramener à la Soul Society pour être jugée est compréhensible, ce qui est étrange, c'est que Byakuya ne fasse absolument rien lorsque sa sœur adoptive est condamnée à mort.
Et même si Byakuya est fier et tient à son statut de chef de famille de Kuchiki, ainsi qu'à son rôle de capitaine, et que sa réputation était quand même en jeu pendant le procès, le mec il a quand même adopté Rukia pour honorer le vœu de sa femme mourante. Alors même s'il y a le côté attention, c'est un type rigide, psycho-rigide, qui suit les règles et tout, le fait qu'il essaie même pas de la protéger alors qu'elle en a vraiment besoin et que clairement c'était justifié ce qu'elle a fait, c'est quand même bizarre. Et ce manque d'action reste complètement incompréhensible, et en ce qui me concerne me laisse un goût un peu amer. C'est-à-dire que même si à la fin, il se sacrifie un peu pour Rukia à la fin de l'arc de l'invasion de la Soul Society, c'est quand même bizarre quoi. Franchement, le personnage, c'est bizarre. Surtout vis-à-vis de la manière comment le personnage sera écrit après, en fait. Tu te dis, mais en fait, c'est un moment out of character. Un moment qui ne matche pas avec la manière dont il est écrit. Et sa psychologie et la façon dont elle est mise en scène. Bref, je préfère pas en dire plus. Encore une fois, c'est pas forcément une incohérence. Je sais très bien qu'on va me dire, mais non, c'est logique, Byakuya est rigide ou je sais pas quoi. Mais au vu de la manière dont il sera écrit plus tard, on se dit, mais comment un mec comme ça a pu prendre une telle décision, laisser sa sœur adoptive crever? Ça n'a aucun sens. Ça aurait été par exemple Mayuri Kurotsuchi, il y a aucun problème. Si on voit par exemple Mayuri Kurotsuchi laisser Nemu se faire désosser, il y a aucun souci, il la désauce lui-même tous les jours. Mais Byakuya, le fait qu'il fasse ça n'a aucun sens. Bref, je préfère passer à autre chose. Bon, concernant ce que j'ai dit là sur Byakuya et son refus d'aider Rukia, bon, là encore, on peut contester. Avec le conflit entre la loi, son statut et sa promesse à Izana, bon, est-ce que ce serait pas plutôt un arc d'évolution de personnage, plutôt qu'une erreur de lore et surtout une erreur vis-à-vis de la manière dont Byakuya est écrit? Bah, je sais pas, écoutez, c'est à vous de voir. En ce qui me concerne, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je peux comprendre qu'on puisse estimer que c'est juste un développement de personnage comme un autre, qu'au début il est froid et que petit à petit, bon, il se rend compte qu'il y a des choses plus importantes que l'honneur et le statut social. Voilà, son statut social en l'occurrence. Moi je suis pas convaincu, je ne suis pas du tout convaincu, surtout qu'en plus voilà, c'est toujours le même délire avec la force de l'amitié, avec effectivement Ichigo qui lui balance un fameux Toknojutsu que Naruto voilà, n'aurait certainement pas renié, et à la fin le mec dit ah ouais c'est vrai t'as raison, bah, je vais sauver effectivement Rukia. Bref, c'est un peu chiant. Ensuite, au niveau du contexte, voilà, le clan Kuchiki est vraiment très prestigieux, je l'ai pas assez dit, et là encore, ça fera plaisir à Shinji, mais oui, il y a pas mal de romans, notamment Turn Back the Pendulum, où effectivement, voilà, le prestige du clan Kuchiki est bien mis en scène, donc pour ceux que ça intéresse. Autre truc qui est, encore une fois, incohérent, pas incohérent, bah, c'est la fin et le fait que Ichigo finisse avec Orihime. Alors, encore une fois, c'est pas un trou scénaristique, mais c'est déroutant. C'est déroutant parce que dès le début, on voit tout de suite qu'Ichigo partage un lien profond avec Rukia et leur amitié, et clairement pas plus si affinité, au vu de la fin du manga, eh ben, formait un peu la base de Bleach. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait quand même effectivement une relation qui certes n'était pas parfaite, mais il y avait une alchimie entre les deux personnages, et puis ils passaient beaucoup plus de temps ensemble, ils avaient un secret à partager ensemble, alors que Orihime et Ichigo finalement n'avaient pas trop de lien. Et bien que les sentiments d'Orihime pour Ichigo soient clairs dès le début, notamment lorsqu'il va jusqu'en enfer pour la sauver, bah en fait on trouve tous un peu difficile, enfin on trouve tous, je pense qu'il y a quand même pas mal de fans qui trouvent un peu difficile pourquoi Ichigo et Rukia n'ont pas fini ensemble, enfin ça n'a aucun sens. Leur relation est tellement importante pour l'histoire de Bleach qu'on s'attendait à ce qu'ils soient réunis malgré leurs différences. Moi j'avais effectivement donné mon explication personnelle, je vais peut-être la résumer rapidement, c'est qu'en fait, encore une fois, je ne dis ça qu'avec mes maigres connaissances de la culture japonaise, mais le fait que Orihime soit beaucoup plus waifu matériel, entre guillemets, si vous me permettez cette expression anglicisée, dans le sens où elle est beaucoup plus, douce, féminine, l'archétype de la femme au foyer, alors que Rukia, elle est beaucoup plus garçon manqué, bon voilà. Je pense que pour éviter de prendre des risques, autant la laisser avec Orihime, de la même manière que Naruto lui-même avait beaucoup plus d'alchimie avec Sakura et a passé beaucoup plus de temps avec Sakura qu'avec Hinata. À la fin, il finit avec Hinata parce que Hinata, elle est beaucoup plus féminine que Sakura. Il me semble que c'est pour ça, voilà. Je peux peut-être me tromper, mais bien souvent, lorsqu'un protagoniste principal finit avec un personnage féminin, c'est généralement le personnage féminin qui répond le plus aux attentes traditionnelles de la femme japonaise. C'est ce que je vois, voilà. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, moi, j'avoue que c'est pas forcément mes personnages préférés, hein, voilà. Les personnages comme Orihime, en général, m'horripilent terriblement. Voilà, que ce soit dans les mangas ou dans les animés, voilà. Le délire de « Gomenasai », j'avoue que moi, ça me fait chier rapidement, donc voilà. Après, moi, je m'en fous, hein. Je te rends bien compte que dans Bleach, moi, je ship personne avec personne, hein. J'en ai rien à foutre. Mais bon, je me dis que ça n'a pas trop de sens. Alors, cette histoire de Ichigo Orihime, là, Ishihime, c'est ça le nom du ship? Je sais même plus. Bref. J'ai dit une connerie, mais bon, c'était une expression. Quand je dis ouais, il allait en enfer pour la sauver, il n'est pas allé en enfer pour la sauver, il allait dans le Eco Mundo, Last Noches, c'est pas l'enfer, voilà. Et le film Hellverse n'est pas dans le manga, donc c'est pas canon. Mais vous m'avez compris quand je dis qu'il allait dans l'enfer, voilà, bref. Après, bon,
Il y a des mecs qui sont très très tatillons, donc je préfère le dire. Ensuite, pour le choix de couple, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une incohérence? Ça relève plus de l'opinion que de l'incohérence. En ce qui me concerne, pour moi, mon opinion est trempée dans l'acier, mais, encore une fois, on peut contester, c'est une volonté de l'auteur. Voilà. Mais c'est même pas tant une incohérence. Quand je dis que c'est une incohérence dans la vidéo, je dis pas que c'est une incohérence, je dis juste que c'est cousu de fil blanc. Après, c'est de ma faute, hein, je dis incohérence. C'est plus un défaut, en fait, en ce qui me concerne. C'est juste un défaut, c'est quelque chose qui est cousu de fil blanc, quoi. Il faut toujours que, lorsque le personnage principal se mette avec une meuf, il faut que ce soit la plus douce, la plus japanise, d'une certaine manière, celle qui représente, voilà, de toute façon, je l'ai dit, hein, le plus le côté japonais, femme soumise et qui ferme sa gueule. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Attention, je suis pas contre, mais ce serait peut-être pas mal de faire autre chose pour une fois. Je sais pas, écoute. Ah oui, autre chose d'un peu con concernant Ichigo, c'est le fait que personne lui dise la vérité sur son père. C'est-à-dire que pendant une grande partie de Bleach, le passé de son père, c'est-à-dire Isshin Kurosaki, voilà, père d'Ichigo encore une fois, reste un secret bien gardé. Et en fait, un peu trop bien gardé. C'est-à-dire que de nombreux Shinigami combattent aux côtés d'Ichigo, mais aucun ne semble reconnaître Isshin en lui. Pourtant, ancien capitaine de la Soul Society, alors que pourtant ils ont le même nom de famille. C'est quand même bizarre. De plus, Isshin lui-même ne révèle rien à son fils, malgré le fait qu'Ichigo, il le voit en train de lutter pour obtenir des pouvoirs et affronter Aizen. Et le silence d'Isshin peut peut-être s'expliquer pas par sa perte de statut en tant que capitaine, mais cela reste difficile à justifier. Et en ne révélant pas son passé, eh bien, Isshin prive Ichigo de son expertise et de ses connaissances d'ancien capitaine. Bah oui, évidemment. Et le fait que personne parmi les capitaines ne reconnaisse Isshin, bah ça semble tout simplement invraisemblable. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé avec le délire de l'arbre généalogique qui est créé, qui est assemblé à force et à mesure que le manga avance. Pour moi, c'est clairement ça. Pour moi, Tite Kubo, au tout début du manga, n'avait pas la moindre intention de faire d'Isshin Kurosaki un ancien capitaine. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Donc, de toute manière, Tite Kubo l'a dit lui-même, et tout le monde sait ça par rapport à Bleach. On sait tous que le gars, il invente tout au fur et à mesure. Qu'il n'a pas de plan scénaristique en tête, il n'a pas de storyboard, voilà. Et au fil des arcs, au fil des chapitres, il invente et puis il écrit ce qu'il a envie d'écrire. Il l'a déjà dit, il est fier de ça. Pour moi, c'est pas une façon d'écrire une histoire. Le problème, c'est qu'à la fin, tu te rends compte que y a rien qui fait sens. C'est dommage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'avais pas compris. Toutes les fois, effectivement, j'avais dit que Bleach, en ce qui me concerne, pour moi, c'était objectivement moins bien que My Hero Academia. J'ai pas compris pourquoi dans les commentaires on me prenait par le callback. Moi je pensais vraiment, la vérité sans sarcasme, je suis sérieux, je pensais vraiment qu'on était tous d'accord pour dire que Bleach c'est vraiment pas terrible, mais qu'on aime bien parce que ça fait peut-être partie de notre enfance, ça fait peut-être partie de notre adolescence, et puis les combats sont sympas, et puis il y a Aizen, tu vois, il y a des personnages iconiques, on aime bien parce que c'est histoire de bien aimer, mais je pensais qu'on était tous d'accord pour dire que c'était pas terrible. Apparemment non, désolé. Apparemment non, j'ai mal compris. Bon, alors écoutez, là j'arrive, Yaji du futur arrive pour sauver un peu les meubles, parce que là j'ai dit une connerie, et là par contre, ce n'est... Voilà. Autant depuis le début, mes petites interventions en mode Yaji du futur, je suis toujours en mode non mais en fait j'ai raison, pas tant que ça. Bon là j'ai dit une connerie, évidemment, je me suis trompé lourdement, j'ai oublié, écoutez, voilà, que voulez-vous. J'ai dit qu'il n'était pas normal qu'on ne reconnaisse pas Ichigo Kurosaki vu qu'il a le même nom que son père qui lui-même effectivement était un Shinigami. Je me suis trompé, puisque Isshin répondait au nom de Shiba. Voilà, donc capitaine Shiba et non pas capitaine Kurosaki. Donc voilà, c'est une erreur, je m'en excuse bien bas. Tout simplement. Ensuite, on peut contester sur le fait de cette incohérence, même si en ce qui me concerne, voilà, pour moi, Shiba ou Kurosaki, ça reste quand même incohérent qu'ils n'aient pas compris que c'était le fils de leur ancien collègue, mais bon, admettons, de toutes les manières, on peut aussi dire que le secret est cohérent pour Ohara et Ryuken, parce que beaucoup pensaient Isshin mort, mais là aussi, ça me semble un peu boiteux, mais bon, je tiens quand même à remettre les pendules à l'heure, je me suis trompé sur le nom de famille d'Isshin. Là-dessus, je m'excuse encore une fois. Bon, tout à l'heure, j'avais parlé un peu du délire Fullbring. On va justement parler un peu de l'arc Fullbring, qui est souvent considéré comme étant un échec, je pense, par la plupart des fans de Bleach. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à maintenant. Parce que, après qu'Ichigo ait vaincu Aizen grâce à la technique ultime du Getsuga Tensho, eh bien, il perd tous ses pouvoirs de Shinigami. Et c'est à ce moment que les Fullbringers entrent en scène pour lui apprendre à conserver sa conscience spirituelle. Bon, le problème, c'est que cet arc commence à l'épisode 351 et ne fonctionne et ne dure que 15 épisodes. Voilà, et que quelques chapitres dans le manga. Et oui, c'est un peu dérangeant, voilà. Et c'est dérangeant pour plein de trucs. Bon déjà, c'est dérangeant parce que ça rend le sacrifice d'Ichigo complètement caduque, il reprend ses pouvoirs finalement, et même au-delà de ça, le voir complètement faible, malgré tous les efforts et tous les entraînements d'avant, ça fait chier aussi. Donc en fait, ça fait chier dans les deux cas.
Donc voilà, ça laisse clairement un goût amer. Et à la fin, il y a une réinitialisation qui n'est absolument pas méritée, bref. Bon, pour l'arc Fullbring, je me suis trompé. En fait, c'est 24 épisodes. C'est de l'épisode 343 à l'épisode 366. Donc bon. Ensuite, retard trop court. C'est un jugement éditorial. Est-ce que c'est une incohérence? Je ne sais pas. Mon opinion, encore une fois, est trempée dans l'orical, que je ne changerai pas là-dessus. Je trouve que c'est très con. Mais il faut quand même remettre les pendules à l'heure aussi. Alors, maintenant, on va parler des personnages qui n'ont pas de Zanpakuto pour une raison complètement incompréhensible. Par exemple, si on prend Yorishui, ça n'a aucun sens. Et excusez-moi de ma prononciation un peu bizarre, mais Kubo a pété un câble avec le nom de ce personnage, vraiment difficile à prononcer. Bref, elle possède pas de Zanpakuto et c'est bizarre quand même. Je veux dire, c'est quand même une ancienne capitaine des Shinigami, l'un des personnages les plus mystérieux de la série, et pourtant elle utilise jamais de Zanpakuto, malgré son statut. En plus, le pire, c'est que c'est elle qui apprend à Ichigo à maîtriser son propre Zanpakuto, et ce qui rend son absence de Zanpakuto encore plus curieuse. C'est quand même bizarre. Et c'est même pas la seule. Parce que je n'en ai pas parlé lors de ma précédente vidéo, mais Aizen, il montre jamais de Bankai. Et en fait, regardez, je peux tout à fait comprendre qu'on dise oui, on ne montre pas son Bankai parce que le mec est tellement puissant qu'il n'en a pas besoin et que juste avec son Shikai, ça suffit à mettre à l'amende tout le monde. Ok, il y a pas de souci. Mais le souci, c'est qu'en fait, c'est jamais même discuté. Il y a personne dans le manga, il me semble, hein, qui se pose des questions, qui disent mais putain, mais pourquoi il n'utilise pas son Bankai, ce bâtard? C'est quand même bizarre. Enfin, je sais pas. Ce n'est jamais discuté. Il y a personne qui se dit ouais, putain, le mec il nous met à genoux avec un Shikai. Enfin, je sais pas. C'est quand même bizarre. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est que Aizen débloque son Bankai contre Yhwach à la toute fin du manga. Au moins, voilà, ça finit un peu, on finit sur quand même un truc intéressant. Je veux dire, même Zaraki l'a débloqué un Bankai, quoi, merde. Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre. Alors, revenons rapidement sur le fait que Yoruichi n'ait pas de Zanpakuto. Bon, Yoruichi a forcément un Zanpakuto, juste qu'elle l'utilise pas, et je trouve ça très con. Voilà, tout simplement, d'ailleurs, de la même manière que je trouve ça très con qu'on ne voit pas et qu'on n'ait jamais vu le Bankai d'Aizen, mais bon, vas-y, allez, si tu veux. En tout cas, elle en a un, c'est juste qu'on le voit pas, et qu'elle privilégie le Shunpo, le Shunko, sa transfo-féline, et bon voilà, tout simplement. Ensuite, l'entraînement Bankai d'Ichigo est mené par Urahara, alors que Yoruichi se concentre sur la vitesse et les techniques, donc voilà, là aussi j'ai dit une bêtise. Ensuite, le fait que je dise qu'Aizen doit montrer son Bankai et que personne n'en parle, ça reste une absence délibérée, c'est pas forcément une incohérence, en ce qui me concerne pour moi, ça l'est, mais oui, tu peux très bien dire que bon, c'est pas une incohérence. S'il a pas envie de le montrer, il le montre pas, mais je trouve ça un peu con, voilà, tout simplement, mais c'est pas forcément une incohérence. Et, voilà, encore une fois, Shinji Nova m'a dit que ça a été teasé un peu dans les romans aussi, le Bankai d'Aizen. Voilà, bon, écoutez, moi j'ai pas lu les romans, donc je ne peux que le croire sur parole. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage complètement insignifiant. On va parler de Kaien Shiba, qui est donc le cousin d'Ichigo, et tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne fait jamais aucun lien entre les deux, alors que pourtant ils ont quasiment la même gueule. C'est-à-dire que déjà, là on parle d'un lieutenant de la 13e division, et qui un peu le mentor de Rukia, bien avant le début des événements principaux de Bleach. Bien avant le début, de l'histoire de Bleach, ok. Cependant, personne, y compris Rukia, ne semble remarquer la ressemblance frappante entre Kaien et Ichigo, malgré le fait qu'ils partagent un lien familial direct, et même si la famille Shiba est connue pour garder ses secrets, comme le montre le silence d'Ishin, il est quand même tout de même étonnant que cette ressemblance ne soit jamais mentionnée par Rukia ou d'autres personnages. Et encore une fois, pour moi, ça laisse un trou dans la narration qui aurait pu être mieux exploité, tout simplement. Encore une fois, c'est pas forcément une incohérence de ouf, mais tu poses des questions, tu te dis putain, ils ont la même putain de gueule. Y a personne qui se pose des questions à un moment donné? Enfin, je sais pas. Ok, alors vis-à-vis de Kaien, j'ai fait une erreur parce que Rukia remarque explicitement la ressemblance entre Ichigo et Kaien très tôt. Ça, je m'en rappelais plus. Et là aussi, j'ai été un peu, voilà, j'ai fait preuve d'un peu d'approximation, c'est que le terme cousin est une simplification. La parenté Shiba existe, mais c'est pas traité avec la terminologie moderne stricte, donc bon, voilà. Alors, le premier truc qui pose problème avec Bleach, et c'est un truc qui d'ailleurs pose problème, que ce soit avec One Piece, que ce soit avec My Hero Academia, que ce soit avec bien d'autres mangas, c'est le casting qui est beaucoup trop élevé et beaucoup trop sous-exploité. C'est-à-dire qu'on va le dire, Bleach possède une énorme galerie de personnages, mais beaucoup d'entre eux, et j'ai envie de dire c'est normal quand tu introduis autant de personnages en aussi peu de temps, eh bien beaucoup d'entre eux, malgré leur potentiel, sont largement ignorés. Les trois plus gros exemples de cela sont notamment Uryu, Ishida, Chad et Orihime. C'est-à-dire que Ishida, qui est quand même initialement présenté comme le rival d'Ichigo, ne remplit presque jamais vraiment ce rôle. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Je crois que je l'ai placé en dessous de Sasuke, pourtant faut y aller, à l'époque de ma vidéo tier list des pires rivaux d'anime. Enfin, Ishida, c'est quand même un ovni dans l'univers des rivaux d'anime. Ok, on peut critiquer Vegeta dans des BZ parce que bon, à chaque fois il se fait défoncer, il est toujours en dessous de Sangoku, mais bon, au moins c'est un Super Saiyan, tu vois. Mais Ishida, c'est un truc de fou. C'est comme si Toriyama essayait de nous faire croire que Krillin était le rival de Broly. C'est des trucs qui... Enfin, c'est pas du tout
sur le même pied d'égalité, quoi. Ishida, il sert à rien. Bon, bien évidemment, lors du tout dernier arc, il y a eu un espèce de boost, bien évidemment, pour effectivement, faire illusion. C'est vrai que Tite Kubo, donc le mangaka de Bleach, je pense s'est rappelé que, ah merde, c'est le rival d'Ichigo, mais il est à peu près 3 milliards de fois moins fort que lui. Il y a peut-être un petit problème. Donc voilà, je pense qu'à la fin, il s'est dit, bon allez, vas-y, je vais être gentil, un petit boost, et me dis pas merci. Mais sinon, à part ça, j'avoue que j'ai pas trop compris l'évolution et le manque d'exploitation vraiment extraordinaire du personnage de Ryu Ishida. Voilà, complètement incompréhensible. Et quand on part du principe que le gars est Quincy, quand même, c'est un héritage qui devrait être crucial pour lui. Et qu'en plus, ça le pousse à rejoindre les Stan Ritter de façon un peu temporaire, bah malgré tout ça, il n'interagit pratiquement pas avec les autres Quincy, ce qui laisse son développement, encore une fois, que ce soit émotionnel ou narratif, en grande partie inexploité. Ishida, ça n'a aucun sens. Ensuite, on va parler de Chad, mais on en parlera un peu plus après, mais oui, le gars, il a un passé intéressant, il a un très bon design, et puis bon, le gars, il s'appelle Chad. Oui, c'est une qualité. Il aurait clairement pu jouer un rôle beaucoup plus important dans la série, en tant que, quand même, l'un des seuls humains normaux de la série, en principe, hein, voilà. Mais il finit toujours et encore relégué au second plan, si ce n'est pas au 4e plan. Éclipsé par tous les autres personnages avec des pouvoirs bien plus complexes et intéressants et surtout beaucoup plus puissants que lui, quoi. Enfin, ce mec-là n'a aucun sens. Et on va finir avec Orihime, mais on en reparlera un peu plus tard. La meuf, elle a quand même des pouvoirs assez uniques et complexes qui lui permettent de guérir, hein, quand même, c'est sympa, mais encore une fois, ses pouvoirs comme le personnage, c'est-à-dire Orihime, sont totalement sous-utilisés, sous-exploités. Elle a quelques moments mémorables, comme lorsqu'elle guérit Ichigo après sa confrontation avec Ulquiorra, mais elle passe beaucoup trop de temps en retrait, et le potentiel de ses pouvoirs aurait pu être mieux exploité, et même son personnage, qui n'évolue en réalité jamais, hein. Voilà, c'est décevant sur 20. Simplement. D'ailleurs, en parlant de décevant sur 20, on va parler un peu de la fin de Bleach, qui est clairement précipitée. Concernant donc le casting sous-exploité, là, ce dont je viens de parler, bon, il y a contestation possible, hein, voilà, parce que quand je dis qu'Ishida interagit peu avec les Quincy, bon, il y a pas mal de scènes et d'enjeux avec Yoabak, et sa défection, voilà, on peut juger que c'est insuffisant, mais ce n'est pas quasi nul, comme je l'ai dit, même si je trouve ça insuffisant et ça reste quelque chose de négatif. Voilà. Et quand j'ai dit que Chad est un humain normal, c'est une erreur également, j'ai fait une erreur, écoutez, ça m'arrive, hein, je suis pas un expert de Bleach, c'est un Fullbringer, voilà, c'est un humain à pouvoir, donc c'est pas un humain normal. On parlait de la fin ultra précipitée de My Hero Academia. T'inquiète pas que la fin de Bleach, elle est pas loin derrière. Vous inquiétez pas, les frères. Bon, déjà, on est déçus, évidemment, par la façon dont le manga se termine. C'est-à-dire que le combat contre les Stan Ritter et l'alliance entre Ichigo Uryu et Aizen, on peut le dire, peuvent être largement considérés comme étant ultra bâclés. Voilà. Et comme la plupart des mangas qui durent super longtemps sur des années et qui ont un rythme de parution un peu similaire à celui de Bleach, eh bien, la série semble s'être précipitée vers une conclusion ultra hâtive et insatisfaisante. C'est-à-dire que après des années à travailler sur sa série, Tite Kubo, je le sens et je pense qu'il l'avouerait lui-même, était sûrement physiquement et mentalement épuisé. En plus, il me semble qu'il souffrait d'une déchirure au tendon, hein. Un tendon, je sais pas lequel, qui nécessitait effectivement une intervention chirurgicale. Mais son emploi du temps, complètement impossible de mangaka, ne lui laissait apparemment et probablement pas le temps de se soigner. Donc, d'après les rumeurs, il aurait demandé à ses éditeurs de conclure la série dans 1 ou 2 ans, et il a finalement obtenu la permission de la terminer, donc en 1 an. Et bien que la décision soit compréhensible d'un point de vue personnel, d'un point de vue narratif, c'est complètement du grand n'importe quoi. Et il nous a clairement laissé une impression de conclusion ultra rushée. Concernant la fin, là aussi, approximation. Est-ce que c'est pour des raisons éditoriales? Est-ce que c'est à cause de la santé de Tite Kubo parce qu'il me semble qu'il avait un problème au tendon? Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas. C'est plausible, mais c'est non sourcé. C'est des hypothèses, mais c'est pas forcément des faits sourcés, encore une fois. Là, je vous laisse, faire vos hypothèses, mais encore une fois, voilà. Ce sont des théories. Ensuite, défaut suivant, et là, attention, pour une fois que je vais citer Togashi pour un truc négatif, c'est un défaut que Bleach a en commun avec Yu Yu Hakusho, qui est, bon, là, pour le coup, mon deuxième shonen préféré. Donc forcément, ça me fait un peu mal au derrière de le dire, mais voilà, faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est un gros défaut du Yu Yu Hakusho, et donc là, on va parler de tous les combats de Bleach, qui sont juste pas montrés, qu'ils ont hors antenne. Des combats qu'on ne voit pas, voilà. Yu Yu Hakusho était connu pour ça, et malheureusement, Bleach également. Donc, après, on va le dire, Bleach propose quand même pas mal de combats mémorables, mais encore une fois, je le répète, la série a pris la mauvaise habitude de passer sous silence pas mal d'affrontements potentiellement incroyables. Bon, déjà, on peut penser à celui entre Kenpachi et Unohana, qui est montré, mais limite en 3 cases, c'était réglé. Le combat entre Kenpachi, Byakuya et Yami n'est pas montré, on le voit un peu dans l'animé, mais ça reste vraiment pas terrible, voilà. Il y a plein d'autres combats, soit qui ne sont pas mis en scène, soit qui sont mal mis en scène, soit qui sont mis en scène de manière trop rapide et trop hâtive et trop bâclée. Donc voilà, quoi. C'est quand même un gros défaut.
C'est une évidence. D'ailleurs, au-delà de ce défaut-là, il y a surtout aussi le rythme de la série qui est clairement déséquilibré, que ce soit le manga, l'anime, enfin... Bon, concernant les combats non montrés, alors, vis-à-vis de Kenpachi versus Unohana, c'est pas en 3 cases, le duel est bien montré, mais ça reste elliptique par moment. Je parle du manga, je parle bien du manga. Mais bon, dans le manga, c'est très rapide, je trouve, c'est pas 3 cases. Mais après, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que parfois, vous me prenez au mot au premier degré. Quand je dis 3 cases, c'est pas 3, j'ai pas compté 1, 2, 3 cases. J'ai juste dit que le combat était très très rapide. Voilà, c'est tout. J'ai pas le droit d'utiliser un peu d'hyperbole. Comment ça se passe? Maintenant, ce que j'ai dit sur Kenpachi, Byakuya et Yami, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà, j'espère que vous êtes étonnés. Parce que oui, largement hors champ en manga, il est plus développé en animé, mais voilà, bon, l'animé, bon, on s'en fout. On va pas se mentir, Bleach fait quand même partie des shonen de l'ancienne époque, et comme la plupart des shonen de l'ancienne époque, Bleach et surtout l'animé de Bleach souffrent de problèmes de rythme qui sont quasiment insoutenables. Déjà, une partie de ce problème vient du fait que l'animé devait suivre un calendrier hebdomadaire, obligeant le studio à créer des arcs fillers pour ne pas rattraper le manga. C'est-à-dire que même le manga, déjà, le rythme est pas incroyable dans le manga, alors dans l'animé, mais écoutez, c'est juste pas possible. On va parler plus tard d'ailleurs des arcs fillers, enfin c'est quand même fou de parler d'arcs fillers. Normalement un filler c'est quelques épisodes, il y a des arcs fillers dans Bleach, c'est fou, c'est de la folie. Et même au-delà de ça, à cause de la vitesse à laquelle les épisodes devaient être produits, il est surtout difficile de les planifier correctement, surtout que on va en parler quand on parlera des fillers, le souci des fillers, au-delà du fait que ce soit pas canon, il faut pas que le statu quo soit trop perturbé. Parce que normalement, c'est des arcs qui n'existent pas. Voilà. Quand je parle du statu quo, c'est la situation de base du manga. Puis normalement, il n'y a rien dans ces arcs-là qui doit avoir de trop grosses conséquences. Puisque justement, il faut pas que ce qui se passe dans les fillers intervienne avec le canon du manga. Enfin bref, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà, le rythme est complètement exécrable, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a les arcs fillers, mais il n'y a pas que ça. Il y a les combats qui s'éternisent, les dialogues inutiles et les flashbacks répétitifs à la Naruto. Voilà. Je pense qu'il est très facile de décrocher de l'anime Bleach, même du manga en réalité, ce qui a conduit certains spectateurs et certains lecteurs comme moi à abandonner la série plusieurs fois en fait. On abandonne, on reprend, parce que c'est infernal. Voilà, tout simplement. Alors, pour le rythme, oui, le rythme est inégal. Là aussi, je suis désolé d'être encore une fois d'accord avec moi-même. Écoutez, ça peut arriver une fois de temps en temps. Je trouve que tout ce que j'ai dit est fondé. Cela étant dit, voilà, quand je dis que c'est exécrable, voilà, c'est une appréciation, c'est pas un fait, bon, c'est un avis. Et vous me connaissez, je suis très mauvais public. Après, c'est vrai qu'il y a certains tomes qui sont seulement focus sur des combats, comme le duel entre Zaraki et Grémy ou Ichigo versus Grimmjow. Là aussi, voilà, au niveau du rythme, parfois, bon, voilà quoi. On va revenir sur le défaut du casting, mais en fait le problème du casting, j'en ai pas assez parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, ok, Bleach a un casting gigantesque, au point même que même les fans les plus dévoués comme nous auraient quand même du mal à nommer tous les personnages, en tout cas moi j'y arriverai pas. En fait le souci c'est quoi? C'est que non seulement le casting de base, quand je dis le casting de base, je parle du manga avant l'arc Uekomundo, quoi. Je parle de c'est ce casting de base là, c'est-à-dire tous les personnages que l'on découvre lors de l'arc de l'invasion de la Soul Society. Voilà, je parle du casting, de ce casting de base là, voilà. Il y a déjà un nombre incalculable de personnages. Mais le souci c'est que en fait, non seulement ces personnages sont pas développés et ne servent pas l'histoire, il y a pas de souci, mais surtout que au fur et à mesure que les arcs s'enchaînent, il y a de nombreux nouveaux personnages qui semblent être rajoutés et introduits uniquement pour occuper du temps à l'écran ou sur le manga, selon si vous lisez ou regardez l'anime. Et en fait, moi ce que j'aurais préféré, c'est que plutôt que d'ajouter constamment de nouveaux visages et de nouveaux personnages, en fait, Kubo aurait mieux fait de consacrer plus de temps à développer les personnages déjà existants, notamment, et on en revient à ces deux connards-là, des personnages sous-exploités tels que Shad et Uryu Ishida. D'ailleurs, en parlant de trucs qui est pas exploité, on va parler du Bankai d'Ichigo, qui est mais plus que décevant, c'est quand même extraordinaire. D'ailleurs, j'en avais parlé dans ma vidéo sur pourquoi les capacités des héros de shonen, des protagonistes de shonen standard, ont généralement des capacités de merde. Voilà, j'avais bien évidemment parlé d'Ichigo, et on va en reparler, parce que déjà pendant un certain temps, Ichigo n'a ni de véritable Bankai, ni de Zanpakuto complet, puisqu'il possède... en tout cas au début de la série, c'est une espèce de mélange de pouvoirs de Holo et Shinigami. Et ce mélange unique semblait prometteur. Mais lorsque notre ami Ichigo développe enfin son Bankai, le résultat est plutôt décevant. Son Zangetsu, avec le Getsuga Tensho, est visuellement cool, mais c'est super basique. Et après tout le build-up, tout le setup de ce que seraient ses pouvoirs, ce Bankai manque d'originalité. C'est-à-dire qu'en fait, le Bankai de Ichigo, c'est juste qu'il envoie des vagues d'énergie. C'est un Kamehameha mais avec une épée, quoi. C'est quand même un peu... réducteur. Enfin, je sais pas. Ça aurait été certainement plus impressionnant si Ichigo avait commencé avec cette capacité et l'aurait fait évoluer vers quelque chose de plus grand et de plus intéressant, surtout un peu plus complexe par la suite. Maintenant, évidemment, j'en avais parlé dans la vidéo, bon,
de pourquoi les protagonistes de shonen ont des pouvoirs basiques. J'avais dit que bien souvent, les protagonistes de shonen ont un pouvoir basique, mais un personnage tel que Gon de Hunter x Hunter ont des pouvoirs bien souvent basiques, parce que c'est plus facile d'écrire des combats différents lorsque c'est l'adversaire du protagoniste qui a des pouvoirs beaucoup plus complexes. Allez, on revient sur le casting. Quand je dis que Ichigo n'a ni Bankai ni Zanpakuto au début, bon bah il a un Zangetsu très tôt, il obtient le Bankai après l'entraînement du Urahara, voilà, comme ça au moins c'est dit. Et j'ai fait preuve d'approximation, quand je dis que le Bankai c'est vague d'énergie, bon, pas exactement. C'est-à-dire que pas que, en tout cas. Le Tensa Zangetsu offre surtout un gros boost vitesse et puissance. Le Getsuga est sa technique phare, certes, mais il y a d'autres propriétés qui existent, même si elles sont peu nommées. Voilà. Bon, écoutez, j'essaie d'être précis, mais bon, est-ce que j'ai tort? Rien n'est moins sûr. Bon, la suite, parlons un peu du power creep. Alors, qu'est-ce que c'est que le power creep, hein? Désolé pour l'anglicisme, en fait, c'est l'escalade de puissance un peu incontrôlée, hein, et qui est difficile à éviter dans les shonen neketsu, c'est-à-dire les shonen où, effectivement, la bagarre, c'est un peu le truc le plus important, les plus longs, voilà, tout simplement. Mais, on va le dire, dans Bleach, c'est particulièrement problématique, c'est-à-dire que si, effectivement, au début, les adversaires d'Ichigo étaient redoutables, mais, bon, leur capacité était complètement compréhensible, et, bon, bah, voilà, en termes d'échelle, il n'y avait aucun souci, et bah... plus le manga avance, et plus ça s'est un peu transformé en du gros n'importe quoi. C'est-à-dire que si on prend par exemple Bleach dans son dernier arc, voilà, il y a des mecs qui invoquent littéralement des météorites, hein. Évidemment, là je parle de Grémy. Bon, tu vois des mecs comme Yuaba qui réécrivent la réalité, bon, voilà. Qu'est-ce que je te dis, c'est des pouvoirs qui n'ont ni queue ni tête. Et bon, encore une fois, Bleach n'est pas le seul. C'est-à-dire que la plupart des shonen neketsu ont un peu ce problème, hein, de power creep, de power, voilà, d'escalade de puissance qui part un peu en couille. Bien évidemment, on peut penser à Naruto, où au début de l'histoire, bah, tout était plus ou moins logique. C'est-à-dire que bon, il y avait les jutsu, il y avait le système tripartite, ninjutsu, taijutsu, genjutsu, qui marchait complètement. Voilà, les signes ninja, qui permettaient effectivement de nerfer les ninjutsu les plus puissants. Voilà, bon, plus ton ninjutsu était puissant et plus tu devais sortir pas mal de signes, donc ça nerfait la chose de manière naturelle, c'était parfait. Le problème c'est que dans Shippuden, voilà, on vire les signes ninja, les jutsu sont complètement, voilà, n'importe quoi, les mecs qui ressuscitent les morts, ils utilisent la lune pour faire des genjutsu qui vont concerner la planète entière, bref, c'est du n'importe quoi, on invoque des planètes, on fait des séismes, bref, laisse tomber. Encore une fois, Bleach n'est pas le seul à avoir ce problème, mais clairement, bah, il a ce problème, donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Bon, alors, on revient sur le power creep. Je vais clarifier un peu les choses. L'Almighty de Yuabak agit sur le futur et sur les probabilités, c'est-à-dire que, bon, il sélectionne sa propre réalité parmi les futurs qui lui sont proposés. Donc, c'est plus ça qu'une réécriture totale du réel. Ça reste du bullshit, en ce qui me concerne, mais bon, faut clarifier les choses. Mais par contre, voilà, Grémy, avec sa météorite, pour moi, il illustre totalement l'escalade incontrôlable du power creep de Bleach, et voilà, c'est un phénomène général relativement reconnu, je pense que là j'ai pas cassé de porte, la porte était ouverte là je pense. Le mec qui vient me dire que le power creep n'existe pas dans Bleach, c'est que voilà, il a pas lu Bleach. Désolé. Si on devait parler de quelque chose qui pose clairement problème, bah c'est Aizen. Alors, évidemment, ne vous inquiétez pas, avant de me tirer dessus à balles réelles, je tiens quand même à dire que Aizen fait partie quand même des meilleures choses, des meilleurs éléments de Bleach. C'est une évidence, le personnage est iconique, stylé, charismatique, voilà. Et lui-même, la vérité, il a de très bons dialogues, hein. En général, quand Aizen parle, faut écrire, hein. Je veux dire, la plupart des répliques d'Aizen sont clairement iconiques, hein. Je me rappelle encore quand je sens qu'il parle à Abara, il me semble à un moment donné, il lui dit ouais, ah désolé, quand je marche sur les fourmis, faut que je fasse attention à ne pas les écraser, bref. Voilà, le mec a la classe, sur ça, il n'y a pas de souci. Par contre, là où clairement ça pose problème vis-à-vis de Aizen, qui est bon, encore une fois, salué comme l'un des meilleurs méchants de l'histoire de l'animation japonaise, bah, c'est qu'en fait, ses motivations ne sont pas claires. Voilà, on va pas commencer à parler japonais, de manière un peu ironique. Le problème, c'est ça, c'est que les motivations, les buts de Aizen sont complètement flous. Voilà. C'est-à-dire que, ok, on sait qu'il veut détruire le Karakura, on sait qu'il veut prendre le contrôle de la Soul Society et accéder au pouvoir de Hogyoku, mais on sait pas vraiment pourquoi il poursuit ses objectifs, à quelle fin, en fait. Une grande partie de sa backstory est résumée en quelques lignes dans un databook, mais cela reste clairement insuffisant pour comprendre ce qui le motive réellement. C'est-à-dire que on ne sait pas d'où Aizen sort, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait même pas en réalité ce qui justifie une telle puissance. Ok,
Ichigo est complètement surcheaté et on essaie de lui inventer, d'ailleurs on en parle un peu plus tard, une espèce d'arbre généalogique un peu grimé à la toute fin. C'est-à-dire que ouais, non, finalement, vous savez, il est Fullbring, Shinigami, et en plus, il est Quincy par sa mère. Voilà, bon, c'est du grand n'importe quoi, mais au moins, il y a une volonté de justifier la puissance de Ichigo, quoi. A posteriori, certes, mais au moins, il y a une volonté. Avec Aizen, il n'y a pas de volonté, on sait même pas d'où il sort. À la limite, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Mais je veux dire, au moins qu'on en parle, qu'on dise écoute, Aizen c'est un type normal, c'est juste que, il vient pas d'une lignée légendaire ou je sais pas quoi, c'est juste qu'il est né avec une puissance complètement surcheatée. Y a pas de souci par rapport à ça, mais le problème c'est que les gens ne se posent même pas la question. On te donne un Aizen, un type qui est d'une puissance mais pharaonique, tu vois, sans vraiment qu'on prenne l'appel effectivement de l'expliquer. Les gens le prennent à face value, genre normal, sans essayer de se poser des questions. C'est pas normal qu'un mec soit aussi puissant. Y a pas juste moyen de dire ouais, le mec il est pas normal, c'est pas normal qu'il soit aussi puissant. Enfin je sais pas. Bon, alors Aizen, le petit Aizen Une, certes, je suis d'accord avec moi-même, et oui, une fois n'est pas coutume dans cette vidéo, ses motivations sont très peu développées à l'écran comme dans le manga, mais elles sont existantes, elles sont là. Quand je dis qu'elles sont pas là, c'est pas vraiment vrai. Je veux dire, bon, qui fait preuve d'approximation. C'est-à-dire que, voilà, il est question de transcendance, il veut le trône du roi des âmes, il veut dépasser ses propres limites. Bon, ça, là, encore une fois, il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. C'est pas énorme, mais c'est là. Et, de la même manière, son origine et sa puissance, c'est très peu détaillé, mais c'est pas jamais expliqué. Mais voilà, franchement, je vous le dis, quand je dis qu'on n'apprend rien sur lui, faut pas prendre au pied de la lettre. Oui, on apprend 2-3 trucs sur lui, mais c'est vraiment c'est très fin, quoi, comme information. Ça aurait été sympa de mettre un peu plus. Donc oui, effectivement, quand je dis que rien n'est jamais expliqué sur Aizen, c'est pas factuellement vrai. Oui, on apprend un peu de 3 choses sur ses origines, mais franchement, les mecs, arrêtez de me prendre pour un con non plus, quoi. On apprend quasiment rien. Et on parle de Aizen, qui est donc le grand méchant de Bleach, même si bon, après lui, il y aura Yhwach, mais le big boss de Bleach, ça reste Aizen. Tu prends n'importe quel schlag dans la rue, tu lui dis, oui, c'est qui le grand méchant de Bleach, il te dira pas Yhwach, il te dira Aizen. Donc s'il vous plaît, quoi, c'est un truc de fou. Parlant de choses qui ne fonctionnent pas, on va parler un peu de l'humour de Bleach. Alors en fait, le problème avec Bleach, c'est que la plupart des moments sérieux sont souvent interrompus par de l'humour qui clairement est mal timé et qui peut parfois casser le rythme de la scène. Et si l'humour est efficace alors qu'il est bien placé, c'est assez rare. En fait, dans Bleach, il est souvent mal chronométré, il est mal timé, si je puis me permettre. Voilà. De plus, une partie de cet humour n'a pas vraiment bien vieilli, parce qu'il y a une grosse partie des vannes de Bleach qui tournent autour du trope du pervers, et c'est trop souvent utilisé, avec notamment des personnages comme Kon, hein, voilà, le petit ours en peluche pervers, qui enchaîne les gags de saignement de nez. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément du caviar. Ça reste un peu de l'humour scatologique, bas de plafond, voilà. Et le truc qui est vraiment d'autant plus con, c'est que dans le dernier arc, c'est-à-dire l'arc Thousand Year Blood War, eh bien, ça a pris l'approche totalement opposée, avec une ambiance beaucoup plus sombre et sérieuse, mais qui manque justement cruellement de moments plus légers, pour alléger la tension. Et ça aurait été quand même sympa de mettre peut-être un peu d'humour, histoire d'équilibrer un peu l'ambiance, en fait, tout simplement. Ça aurait rendu l'arc, je pense, peut-être un peu plus agréable. En fait, ce que je veux dire, c'est que si on prend par exemple My Hero Academia, et en plus, je prends pas cet exemple pour rien, vu que justement, cette vidéo a été faite justement parce que j'avais dit que je préférais My Hero Academia à Bleach, alors que pourtant My Hero Academia, c'est pas forcément un truc de ouf non plus. Hein. Et justement, dans My Hero Academia, en tout cas, à part dans la dernière partie du manga, le rythme est beaucoup plus, équilibré. Dans le sens où il y a, effectivement, les arcs beaucoup plus lourds en termes d'enjeux, et ensuite après, il y a les arcs qui se passent à l'école, avec les différents examens, l'arc d'obtention du permis provisoire d'être un super-héros, bref, voilà. Il y a les moments un peu plus chauds, comme l'arc Overall, l'arc Stain et tout ça, mais des moments un peu plus sympathiques, comme l'arc Festival par exemple, où on voit des personnages secondaires en train un peu de s'amuser, on les voit participer à différents tournois. Bon, les enjeux sont pas forcément énormes, mais ça permet effectivement à l'intrigue de souffler, et surtout à nous-mêmes, de spectateurs et lecteurs, de souffler, voilà, de pas toujours être sous pression. Moi je trouve que c'est quand même bien, alors que Bleach malheureusement a beaucoup de mal à gérer son rythme. Voilà, de toute façon j'en ai un peu parlé un peu avant, au niveau du rythme qui est pas forcément incroyable dans Bleach. Bon, concernant l'humour, là aussi c'est une opinion. La qualité de l'humour peut être subjectif. Bon, c'est vrai que j'ai été un peu péremptoire dans ma façon de critiquer l'humour de Bleach. Voilà, après mon constat d'une tonalité plus sombre dans Thousand Year Blood War, tout à fait correct. Donc une fois n'est pas coutume, voilà, je le dis, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Je m'auto-valide. J'ai le droit ou j'ai pas le droit ? C'est bon, vous m'insultez tous dans les commentaires. C'est vrai, la dernière fois j'ai sorti une vidéo extrêmement sympathique pour dire à quel point j'aimais beaucoup Clair Obscur Expédition 33, je veux dire c'était une vidéo totalement positive. C'est pas comme si j'avais dit que c'était une fraude artistique. Et on m'a insulté, on m'a disliké, j'ai perdu des centaines de milliards d'abonnés. Moi qui suis si gentil et qui ne dis jamais rien de négatif dans mes vidéos. Et bien sûr qu'à un moment donné, il faut que je m'auto-valide. Vous pensez pas à mon ego et à mon amour propre.
Ben voilà, je m'auto-valide. J'ai dit des bons trucs. Voilà, et on passe à autre chose. Autre chose qui fait un peu chier, et là par contre c'est un peu plus chaud, eh bien on va parler d'Ichigo. Alors, le problème d'Ichigo, je dirais, c'est qu'il s'intéresse pas assez à la Soul Society. Voilà. Et ça m'a toujours gêné, sans que je puisse vraiment mettre le doigt là-dessus au début, quand j'étais un peu plus jeune, où forcément j'étais pas aussi bon pour analyser et comprendre ce qui me plaisait pas dans les différentes fictions que je consommais en fait. Et ça m'a toujours un peu fait chier, parce que regardez, rapidement. Ichigo, on est d'accord, c'est un excellent point d'entrée pour découvrir la Soul Society, puisque Ichigo, exactement comme nous au début de Bleach, eh bien, il ne connaît pas la Soul Society. Donc, on apprend les rouages de cette société en même temps que nous, c'est-à-dire le spectateur ou le lecteur. Le problème, c'est qu'il ne semble jamais vraiment s'intéresser à la Soul Society, c'est-à-dire que son objectif principal reste toujours de protéger ses proches, ce qui, on va dire, est louable, ça c'est certain, mais ça le déconnecte de nombreux thèmes centraux de la série, et ça signifie également qu'il a en réalité peu d'influence réelle sur la Soul Society elle-même, et son manque d'implication dans le développement du monde autour de lui rend son rôle dans l'univers de Bleach plus limité que ce que l'on pourrait attendre d'un personnage principal. Parce que regardez, c'est comme si on prenait Naruto, et attention, là, je vais prendre Naruto comme un exemple positif, ça n'arrive pas souvent, donc garez-vous. C'est comme si on prenait Naruto et on faisait en sorte que le mec, il n'habite pas à Konoha. C'est-à-dire que Konoha est toujours au centre du manga Naruto, de l'histoire, de l'intrigue de Naruto, mais par contre Naruto, lui, c'est pas un mec de Konoha. Voilà, c'est un mec, je sais pas, du village de la pluie, à Adbéton. Voilà, bon. En fait, ça n'aurait en réalité aucun sens, et même au-delà du fait que ça n'ait aucun sens, ce serait beaucoup moins engageant pour nous, bien évidemment. Parce qu'en fait, quand Naruto se bat contre Pain, il se bat pas juste parce que Pain est méchant, il se bat aussi et surtout pour protéger son foyer, pour protéger sa mère patrie. C'est ça en fait le truc. Donc quand Ichigo protège la Soul Society en combattant Aizen, en combattant Yhwach et tout ça, surtout qu'après que les State Eaters aient pris possession de la Soul Society, je veux dire, normalement, quand Ichigo débarque pour libérer la Soul Society, il aurait dû, et ça aurait été mieux, qu'Ichigo ressente quand même pas un délire patriotique, mais vous m'avez compris, comment dire, un sentiment d'appartenance envers la Soul Society. Dans le sens où il protège quand même un endroit qui lui est cher. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. Ichigo ne s'intéressera jamais à la Soul Society. D'ailleurs, il ne deviendra jamais même un élément important du fonctionnement de la Soul Society. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on prend Naruto, le mec il devient Hokage. Quoi qu'on pense de tout ça, bon, le mec il a quand même un impact sur le village. Il participe à la société de Konoha. Donc, on peut comprendre qu'il veuille quand même défendre l'endroit. Alors qu'Ichigo, il s'en bat les couilles de la Soul Society. C'est ça en fait le truc, il en a rien à foutre et il ne participe même pas à la Soul Society, même au fonctionnement de cette société. C'est pas un membre de la Soul Society, c'est pas un membre du côté 13, cet endroit fonctionne parfaitement bien sans lui, et lui-même fonctionne parfaitement bien sur la Soul Society. Donc le fait que la plupart des intrigues tournent autour du fait de protéger la Soul Society contre Aizen, contre Yhwach et contre d'autres personnes, en fait, je sais pas, c'est un peu boiteux. En termes d'engagement, je dirais. Et pour continuer avec Ichigo, clairement, l'évolution constante de ses pouvoirs est complètement déroutante. On va pas se mentir, parce que oui, tout au long de la série, et je n'ai juste parlé un peu avant, Ichigo subit de nombreuses transformations, chacune avec des origines et des pouvoirs différents. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Ichigo prend un level up, un power up, on essaie d'expliquer a posteriori que finalement, attention, il était à moitié Quincy, à moitié Fullbring, parce que clairement, l'arbre généalogique de Ichigo n'a strictement aucun sens. Parce qu'au départ, il devient un simple Shinigami, puis il développe des capacités de Holo, ce qui le transforme en Vizard, qui est donc un hybride entre un Shinigami et un Holo, Mais plus tard, il débloque des pouvoirs de Fullbring, avant de récupérer ses pouvoirs de Shinigami. Et dans l'arc de la Thousand Year Blood War, donc le dernier arc, il est révélé qu'Ichigo est un mélange unique de Shinigami, Holo, Quincy et Fullbringer. Ça n'a strictement aucun putain de sens. De plus, son Bokai est brisé puis reforgé, et ça on en reparlera un peu plus tard, mais ça n'a aucun sens, parce que... Bref, on en reparlera juste un peu plus tard, mais on va parler de Mayuriko Otsushi, bref, ça n'a aucun sens. Ce qui modifie encore ses capacités, et cette accumulation de pouvoir, et surtout de justification complètement alambiquée pour justifier ses pouvoirs, ça rend difficile pour nous de suivre le chemin de Ichigo. Et ça crée clairement une confusion autour de son évolution constante et de ses capacités qui n'ont donc strictement aucun sens. De toutes les manières, à la fin, on se retrouve avec un Getsuka Denjo. Donc finalement, est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Revenons sur Ichigo et son implication dans la Soul Society. Là aussi, on peut contester. Il agit d'abord pour ses proches, mais ses actions sauvent la Soul Society un peu en mode collatéral. Maintenant, voilà, son manque d'implication structurelle dans le fonctionnement de la Soul Society,
C'est une lecture possible, mais c'est pas forcément un fait établi. Voilà. C'est moi, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est une autre histoire. Mais bon, je voulais revenir là-dessus. On peut contester. Ce que j'ai dit n'était pas forcément la vérité vraie. Voilà. Après, vous me direz, est-ce que un truc que j'ai dit sur ma chaîne est la vérité vraie? Ça, rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, voilà. Juste pour vous dire que, bon, désolé d'avoir été péremptoire, mais c'est ma lecture de la chose. Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. D'ailleurs, j'en parlais juste avant, mais oui, clairement, il y a beaucoup trop de trous de scénario dans Bleach. Il y a beaucoup trop d'incohérences, il y a beaucoup trop il y en a beaucoup trop. Désolé, on va pas se mentir. Le manga présente une multitude d'incohérences qui m'a frustré au plus haut point. Et encore une fois, un exemple évident de cela, c'est la déclaration de Mayuri Kurotsuchi. Attention, l'un de mes top 3 de mes personnages préférés dans Bleach, qui déclare effectivement au tout début de la série que si tu brises ton Zanpakuto en état de Bankai, il ne pourra pas être réparé. Pourtant plus tard, des personnages tels que Renji, Abarai, pour les intimes, et Byakuya réussissent à restaurer leur Bankai sans problème alors qu'ils ont été brisés, et évidemment Ichigo également. De plus, le processus de vieillissement des Shinigami n'est pas clair, bref, tu prends Itsugaya qui ressemble à un gamin alors que le mec il a plusieurs centaines d'années, tandis que d'autres personnages ne semblent ne jamais vieillir. Et même si Kubo a essayé plus ou moins de justifier ce délire de vieillissement, ça n'a clairement aucun sens, désolé. Ces incohérences sont non résolues et ça perturbe la cohérence de l'univers. Voilà, et on va dire que, à part le fait de spéculer, nous les fans, on sait pas trop quoi faire. Eh oui, évidemment. Voilà. Bon, concernant les incohérences dont je viens de parler, vis-à-vis du Bankai brisé qui est réparable et le cas Renji et Byakuya, bon, la règle de Mayuri, là, ça vise l'impossibilité par moyens standards, et donc il y a des exceptions via la division 0, via des procédés spéciaux, via le vol et la récupération. Donc là aussi, on peut contester. Même si pour moi, encore une fois, il n'y a pas de contestation possible. C'est juste qu'en fait, Tite Kubo, il invente de nouvelles règles quand il est coincé par son propre scénario. Quand le gars est dos au mur, il dit non, en fait, finalement, la division 0 peut le faire parce qu'ils sont très très forts. Voilà. C'est de la connerie, c'est tout, pas aller chercher plus loin. Mais bon, je préfère remettre les choses dans leur contexte. Ensuite, quand j'ai parlé de vieillissement Shinigami, encore une fois, voilà, c'est sous-défini plus que contradictoire. J'ai fait preuve d'approximation, voilà, tout simplement. Bon, maintenant, on va parler de quelque chose dont on a déjà un peu parlé, c'est-à-dire les power-up qui sortent un peu du cul des protagonistes. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est un défaut que Bleach a en commun avec beaucoup d'autres shonen neketsu. Et oui, notamment Fairy Tail, mais pas que. Et effectivement, on retrouve Bleach coupable de donner à ses personnages des pouvoirs inattendus afin de renverser des situations désespérées sans qu'il y ait aucun élément scénaristique qui a été posé avant. C'est ça le problème. Et cela arrive trop régulièrement. Dans les combats où un personnage tel que, Ichigo, Rukia ou même Yumishika, il se retrouve soudainement doté d'un pouvoir imprévu qui lui permet de gagner. Voilà. Juste avant, il y a une espèce de petit flashback où on voit Ichigo ou je ne sais qui en train de penser à ses amis et au fait qu'il doit protéger ceux qu'il aime. Et à la fin, bim, power up. Et bon, voilà. Vous connaissez plus ou moins la musique. C'est un phénomène qui devient particulièrement déroutant lors du dernier arc, où des personnages tels que Toshiro semblent obtenir des boosts de puissance à la dernière minute sans aucune explication. Et cette tendance, évidemment, et ça c'est le cas effectivement dans le roi de ce trope, c'est-à-dire, on en a déjà parlé, Fairy Tail, eh bien ça réduit la tension dramatique des combats de manière complètement irréversible. Car les fans que nous sommes savent que les héros finiront toujours par obtenir un pouvoir miracle à la dernière minute, plus un flashback un peu larmoyant, afin de l'emporter. Donc à la fin, on s'en bat les couilles. Voilà. Continuons un peu sur les power-up et je vais revenir un peu sur ce que je viens de dire. Quand je dis que les boosts sont sortis de nulle part, effectivement il y en a beaucoup. Et là aussi, je m'auto-valide, mais il y en a certains qui sont préparés, comme Urahara, les Vizard, Dangai. Il y a certains boosts qui peuvent être fusils de Tchékové par avance. Ensuite, ce que j'ai dit sur Toshiro, bon, faut que je clarifie, c'est-à-dire que la forme adulte, c'est plus l'évolution, la maturation d'Yorinmaru après sa maîtrise et sa récupération de Bankai. C'est pas juste un pur Deus Ex Machina, même si, bon, on frôle un peu le Deus Ex Machina, mais là aussi, on peut parler de maturation plutôt que Deus Ex Machina. C'est là par contre c'est quelque chose de beaucoup plus technique et je vais peut-être avoir un peu de mal à m'expliquer, mais plus d'une fois j'ai eu l'impression en regardant l'animé, c'est-à-dire que moi en fait j'ai d'abord regardé l'animé et ensuite j'ai lu le manga, justement plus d'une fois en regardant l'animé je voyais des combats canons et j'étais certain que rien qu'en termes de vibe du combat que je regardais, pour moi c'était du filler, alors que c'était pas du filler. Donc je vais avoir un peu de mal à m'expliquer, mais suivez-moi, je vous assure que j'arrive quelque part. En gros, il y a pas mal de combats principaux de Bleach qui donne l'impression d'être en fait du remplissage. C'est-à-dire que s'il y a effectivement des affrontements iconiques comme Ichigo versus Byakuya ou Grimmjow versus Ichigo, même si, bon,
même si c'est iconique, effectivement. J'ai quand même encore le seum que Green-Joe se transforme en panthère. Ça fait vraiment chier ça, mais bon, admettons. Bon, il y a ces combats iconiques, mais à côté, il y a pas mal de combats qui n'ont aucun impact sur l'intrigue, sur le statu quo et sur le scénario. Voilà, des personnages secondaires comme Shuei Izagi ou Inamori. Voilà, El Famosa Inamori. Voilà, des combats qui semblent exister uniquement pour donner à ces personnages un moment de gloire un peu factice, sans réelle incidence sur l'intrigue principale. Et ces combats diluent clairement l'importance des affrontements majeurs, et bien que la série soit riche en action, tous les combats semblent pas nécessaires. Il y a beaucoup de combats où, quand je les vois, je me dis... ça fait partie du manga principal. C'est-à-dire que l'intrigue est la même au début comme à la fin du combat. Il n'y a rien qui a changé, aucun enjeu n'a été modifié, tout est la même chose, quoi. T'as juste vu 20 minutes de parlotte et de combat inutiles. Il n'y a même pas de mort, il n'y a personne qui meurt à la fin, je veux dire, c'est du filler absolu, quoi. C'est un peu chiant. Bon, pour les combats et l'impact de ces combats, bon là aussi c'est une opinion. Quand je dis que la plupart des combats de Bleach n'affectent pas le statu quo et que ce sont des fillers déguisés, j'ai été péremptoire. C'est vrai qu'il y a certains combats qui servent la caractérisation des personnages et la hiérarchie de la Soul Society. Voilà, bon, même si bon, vous le sentez, je reviens à contre-cœur là-dessus, mais je sais pas, quand je dis tous les combats puent la merde, évidemment que je parle en fait de la majorité, mais pas de tous, il y a des exceptions, il y en a certains qui servent la caractérisation des personnages. Mais pour la plupart, il y a beaucoup de combats qui servent pas grand-chose, excusez-moi de le redire. Bref. On va parler un peu de tous ces personnages qui sont sous-développés. On en a un peu parlé au début de la vidéo, mais voilà. Malgré une vaste galerie de personnages fascinants, dans Bleach, beaucoup d'entre eux ne reçoivent jamais le développement qu'ils méritent. Si on prend par exemple Arizawa Tatsuki pour les intimes, eh bien voilà, elle est introduite comme une amie proche d'Ichigo avec une conscience spirituelle, mais son potentiel n'est jamais vraiment pleinement exploré, et elle finit par être reléguée au 4e plan. Ce problème s'étend également à des personnages tels que, je sais pas moi, Yuri Shui, évidemment dans le passé les capacités sont partiellement explorées sans jamais vraiment être entièrement développées. Ça crée vraiment un sentiment de gâchis, parce que ces personnages qui ont bien souvent un super design, parce que Tite Kubo là-dessus on peut pas le prendre à défaut en termes de character design. Pour moi, chez les shonen, il y a que Horikoshi qui est au-dessus de lui, hein. Je le dis clairement comme je le pense, hein. En termes de character design, Tite Kubo c'est le haut du panier, hein. Et la plupart de ces personnages sont très charismatiques. Dès que tu les vois visuellement, tu te dis ah ouais, ils ont la classe, mais malheureusement, bien souvent, ils sont pas développés. Voilà, c'est un peu... Pour le sous-développement des personnages, eh bien oui, je constate que j'ai raison. Écoutez, oui, effectivement, Yajinaliz avait raison. Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Neji avait raison, mais quand je dis Neji avait raison, en fait, je me trompe juste de première syllabe, c'est pas Ne, c'est Ya. Yachi avait raison, effectivement. Tatsuki est clairement sous-exploité. Et oui, donc il y a ça, et aussi, bon, là aussi je me suis trompé, pas que je me suis trompé, c'est que oui, quand je dis que Yorichi n'est jamais développé, il y a pas mal de pans de son développement qui sont hors champ, mais il y a des infos qui existent sur elle, hein. Vis-à-vis du Shunko, son passé de capitaine, son rôle avec Urahara, c'est pas forcément montré, mais ça existe en termes d'informations, les informations sont là, vous tapez Yoruichi Wikipédia, bon, voilà, c'est là. Maintenant, le manga n'est-il pas un média visuel, et est-ce qu'il ne faut pas montrer ce qui est important ? Écoutez, je ne sais pas. C'est à vous de voir. En ce qui me concerne, je ne change pas d'avis. Bon, on va reparler de quelque chose dont j'avais déjà parlé un peu au tout début de la vidéo, mais oui voilà, Shade et Orihime sont complètement mis de côté sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi techniquement, enfin je veux dire, c'est des défauts qui sont, j'ai envie de dire, consubstantiels quasiment au shonen. C'est-à-dire que, voilà, à l'époque de DBZ, c'était la même chose, voilà. Ça veut dire que si on part du principe qu'à partir de la Namek, tous les mecs de la Z-Team dans DBZ ne servent plus à rien, voilà, on sait que c'est quelque chose qui est consubstantiel au shonen. Ce qui est con parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et c'est pour ça que, lors d'une de mes vidéos où je critiquais DBZ, j'avais dit que à chaque fois on me casse la tête, on me reprend un peu par le callback, en me disant ouais, tu critiques DBZ, mais sans DBZ, tes shonen neketsu préférés n'existeraient pas, nommément Yu Yu Hakusho et bien évidemment Hunter x Hunter, hein, Togashi Forever comme vous le savez. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je l'ai toujours dit, Togashi et bien d'autres mangaka se sont beaucoup plus inspirés des défaites et des problèmes, des défauts de DBZ, plutôt que de s'inspirer de ses qualités. Voilà. Je dirais que c'est plus ça, et clairement c'est ça. Et clairement, en ce qui concerne la manière dont les personnages secondaires sont développés dans la plupart des shonen neketsu d'aujourd'hui, c'est clairement ça, si tu prends One Piece par exemple. Voilà. One Piece, bon, en termes de... au niveau des personnages secondaires, ils sont beaucoup plus développés et beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus respectés dans Bleach plutôt que dans DBZ ou Naruto, justement. Voilà. Tu prends ça, tu prends bien entendu Yu Yu Hakusho. Voilà, tu prends Hunter x Hunter, bref, surtout Yu Yu Hakusho quoi. Yu Yu Hakusho c'est vraiment le shonen où les personnages secondaires sont vraiment, respectés quoi, ça fait plaisir. Malheureusement, Tite Kubo et Bleach
ont préféré se mettre du côté de Naruto, ont préféré se mettre du côté de DBZ, et ont préféré se mettre du côté des shonen qui mettent de côté leurs personnages secondaires. C'est bien con, dont Chad et Orihime qui occupent toujours et encore les rôles les plus subalternes qui soient dans le manga. Et Chad, malgré son apparence imposante, son nom stylé et ses pouvoirs intéressants, il perd presque tous ses combats importants. Et Orihime est souvent perçu aussi comme inutile, à l'instar de Sakura dans Naruto. Voilà, c'est bien ce que je disais. Et ces deux personnages finissent clairement par être relégués au second plan, si ce n'est pas au cinquième plan, et leur contribution à l'histoire devient de plus en plus minime au fur et à mesure que la série avance. Et on se demande pourquoi ils sont encore là, quoi. Et encore une fois, ce que je dis de Chad et Orihime, je peux le dire x3 en ce qui concerne notre ami Ryu Ishida. Bon, alors, sur l'histoire de Chad et Orihime, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, je trouve que j'ai raison. Chad, effectivement, perd la plupart de ses gros combats, et Orihime reste souvent en soutien et en retrait. Mais quand je dis qu'ils sont inutiles, bon, là aussi, j'exagère, c'est un peu péremptoire. Leurs pouvoirs peuvent avoir des usages décisifs ponctuels, des usages de soins, de boucliers, de soutien. Parfois, ils peuvent être utiles, mais maintenant, voilà, entre être utile et être décisif, pour moi, il y a un énorme gouffre, et malheureusement, voilà, ils sont de l'autre côté du gouffre, malheureusement, Chad et Orihime. Le sujet où là, clairement, je suis certain, c'est que le fait que Bleach a un schéma narratif qui est clairement répétitif. Et ça, c'est sûr, parce que l'un des défauts majeurs de Bleach, c'est surtout sa tendance à répéter ses arcs narratifs. Par exemple, après l'arc de la Soul Society, où Ichigo et ses amis envahissent le monde des Shinigami afin de sauver Rukia, le manga reproduit pratiquement le même schéma dans l'arc du Weiko Mundo, avec Orihime dans le rôle de la captive cette fois. Et cette répétition rend l'histoire complètement prévisible et enlève une grande partie de la surprise. Parce que le problème, c'est qu'on sait déjà exactement comment les événements vont se dérouler. Enfin bref, regardez les gars. Tite Kubo, il a quand même cette réputation d'être un mec un peu paresseux en ce qui concerne l'écriture. Voilà. On le sait tous, lui-même l'a avoué, il me semble, dans de multiples interviews, il a jamais vraiment eu de storyboard pour son manga. C'est-à-dire c'est un peu le mec qui se lève un peu tous les jours pour essayer de voir, bon alors, qu'est-ce que je vais faire avec mes personnages? C'est ça qui est un peu con, tu vois. Ce qui fait que, bien souvent dans Bleach, et on verra ça dans ma vidéo sur les incohérences de Bleach, il y a pas mal de retcon, il y a pas mal de rétro-continuité, il y a pas mal de trucs qui ont été modifiés a posteriori pour faire en sorte que ça puisse avoir sens, justement, notamment l'arbre généalogique d'Ichigo, mais pas que. On sent quand même que le mec s'en bat un peu les steaks, de rendre tout ça cohérent et consistant. Voilà. Il invente un peu son histoire au fur et à mesure, mais malheureusement, ça peut effectivement faire illusion lorsque ton manga est court. Par contre, quand ton manga a je ne sais combien de tomes, quasiment plus de 50 tomes, je sais plus combien, voilà, malheureusement, ça passe pas en fait. Ça passe clairement pas. Allez, on revient rapidement sur le schéma narratif de Bleach dont je viens de discuter. Bah oui, encore une fois, oui, constatation, j'y avais raison. La répétition, sauvetage Soul Society, sauvetage Weiko Mundo est totalement réelle. Là-dessus, je ne veux aucun commentaire. Par contre, là où j'ai fait preuve d'un peu d'approximation, c'est qu'effectivement, quand je dis que Kubo improvise son plan, là aussi, c'est une réputation, certes, mais c'est pas vraiment sourcé. C'est plus un ressenti que j'ai, plutôt que quelque chose de factuel. Il y a quand même quelques indices de planification qui existent, comme voilà les éléments liés à Old Man Zangetsu. Voilà, là aussi, on peut en discuter pour moi. Il n'y a même pas de débat, mais on peut dire que peut-être que non. Bon, écoutez, à vous de voir. Pour moi, c'est une évidence qu'il improvise du début jusqu'à la fin, mais on peut en débattre. Puisqu'on parlait du Weiko Mundo et de l'arc de la Society, justement, on va parler d'un des clichés que Bleach utilise le plus souvent, c'est les clichés de la demoiselle en détresse. En fait, c'est l'utilisation excessive de ce trope qui est chiant, voilà. C'est-à-dire que dans l'arc de la Society, il y a Rukia, effectivement, qui passe d'un personnage fort à une captive, directement, que l'on doit secourir et qui est incapable même de marcher toute seule. C'est un truc de ouf. Même à la toute fin de l'arc, tu la vois, elle est toujours dans les bras de quelqu'un, que ce soit Renji, que ce soit Byakuya, la meuf, elle peut même plus marcher, quoi. C'est un point d'inutilité quand même extraordinaire. Et ce schéma se répète presque à l'identique avec Orihime durant l'arc du Weiko Mundo. Et ce trope, déjà vu à maintes reprises, finit par affaiblir les personnages féminins et rend certaines intrigues inutiles. Notamment dans le cas d'Orihime, dont l'enlèvement ne sert clairement pas à grand chose. Voilà. Et ça rend le personnage encore plus inutile. Déjà qu'elle était totalement inutile avant, alors laisse tomber. Bon, sur les demoiselles en détresse, encore une fois, petite approximation. Quand je dis que Rukia est toujours portée, incapable de marcher, c'est exagéré, mais bon, j'essaie de faire rire aussi, les amis. Prenez pas tout au premier degré. Elle est affaiblie et secourue à plusieurs reprises, mais elle est pas toujours totalement incapable même de respirer. Et quand je dis que l'enlèvement d'Orihime sert à rien, c'est pas vrai. Ça déclenche l'arc et ça polarise les camps, donc c'est pas totalement vrai. Bon, maintenant, parlons encore une fois d'un autre problème, les fillers. Alors, j'en ai déjà parlé, effectivement, un peu des fillers, mais en fait, le problème de Bleach, c'est qu'il a carrément des arcs fillers.
C'est quand même fou. Pour moi, c'est fou, parce que là, il s'agit pas de quelques épisodes qui servent à rien, histoire d'eux. Là, il est question de fillers qui font sens, quoi, qui sont liés les uns avec les autres. C'est un niveau de dégueulasserie totale. Et voilà, il y a certains arcs fillers qui n'existent pas dans le manga et qui sont inutiles, qui changent pas le statu quo et qui ne sont pas canons, qui occupent plusieurs saisons complètes de l'anime. C'est de la folie furieuse. Et bien que certains de ces arcs proposent parfois des idées intéressantes, comme par exemple la rébellion des Impactos, ils n'apportent souvent rien à l'intrigue principale, ce qui est totalement normal parce qu'ils ne sont pas canons. Un filler ne peut pas changer le statu quo, parce que sinon, le manga qui ne contient pas ce filler va devoir donc forcément être modifié vis-à-vis de quelque chose qui techniquement n'existe pas dans son canon. Ça n'a aucun sens. Et clairement, ça m'a découragé plus d'une fois de suivre l'histoire sans interruption. Moi, en général, l'anime Bleach, même le manga, j'abandonne, je recommence. C'est quand même complexe. Et l'anime, c'est juste pas possible. Enfin bref. Bon, écoutez, je reviens sur mon problème avec les fillers. Et je suis totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Et oui, je sais que vous êtes étonnés. Parce que ouais, les arcs fillers sont longs et non canons. Que ce soit l'arc Bound, l'arc Amagai, l'arc de la rébellion des Impactos, ils peuvent pas modifier le statu quo, donc ce que j'ai dit était totalement correct. Bon, autre défaut que Bleach a, et qui est très commun dans le monde des shonen neketsu, c'est le fait que la plupart des protagonistes ne meurent presque jamais. Voilà, on en a beaucoup parlé vis-à-vis de My Hero Academia, lors de mes nombreuses vidéos sur les critiques de My Hero Academia, oui, clairement, voilà, comme de nombreux shonen, les protagonistes de Bleach semblent bénéficier d'une armure scénaristique qui les empêche de mourir. Peu importe à quel point ils sont blessés, voilà, on peut penser à Inamori, bien évidemment, ils finissent toujours par se rétablir. Et on peut penser également à Byakuya. Voilà, cette absence réelle de conséquences rend certains combats, et même la plupart des combats, moins tendus. Parce qu'on sait tous que, de toutes les manières, nos personnages préférés survivront quoi qu'il arrive. Et c'est vraiment chiant, c'est vraiment super chiant. C'est vraiment ultra chiant. C'est-à-dire que si tu prends par exemple Inamori, tu te dis pourquoi la meuf elle meurt pas. Elle n'a pas d'impact sur l'intrigue. La meuf elle se fait planter par tout un chacun. Elle se fait planter par Aizen, elle se fait planter par Isugaya, elle se fait planter par tout le monde. Même moi je crois que je l'ai plantée. Voilà, je suis même pas certain. C'est pour vous dire. Pourquoi la meuf elle meurt pas? Il y a trop de personnages dans Bleach. Écoutez, si tu crées beaucoup trop de personnages, pour éviter que ton univers soit complètement rempli au goulot avec des personnages dont tu n'as toutes les manières pas le temps de développer, autant les crever. Ça permet effectivement d'instaurer une ambiance un peu, sombre et lourde, avec des enjeux sérieux dans ton manga. Le problème, c'est que t'inventes des personnages, tu peux pas les développer, mais tu refuses de les tuer. C'est quand même complexe. Si on prend par exemple le cas de Byakuya, encore une fois, c'est honteux. À la base, le gars, il était mort. C'est juste que derrière, il y a eu une escouade des fans japonais, même des fans en termes généraux, qui sont venus pour menacer Tite Kubo de ressusciter Byakuya. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, Kubo s'est dit, vas-y, allez, niquez vos races, je ressuscite Byakuya et arrêtez de me casser les couilles. Donc voilà quoi. C'est con. C'est con, et à la fin, il y a personne qui crève. Il y a personne qui crève dans ce truc. Le seul mec qui crève, c'est Gendry Usai, quoi. L'un des meilleurs personnages. Inamori, elle meurt pas, mais Gendry Usai, il doit crever, quoi. C'est terrible. Franchement, ça se tapait l'arrière-train par terre. Bon, allez, sur la mort dans Bleach, on s'arrête là. Quand je dis que, voilà, je l'ai déjà dit, mais quand je dis que personne ne meurt hors Yamamoto lors du dernier arc, c'est pas vrai. Unohana, Sasakibe, entre autres, meurent. Il y a aussi pas mal d'antagonistes qui crèvent également. Quand je dis voilà que Byakuya est ressuscité à cause des fans, c'est pas vraiment étayé par des faits, c'est pas factuel, mais bon, tout le monde le sait, donc voilà, c'est de la connerie, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait ça. Enfin bref. Bon alors, on va s'arrêter pour cette analyse des incohérences de Bleach, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné peut-être un regard un peu plus précis sur l'œuvre, et je tiens encore une fois à remercier Shinji de la chaîne La Gazette du Serietei, sans qui cette vidéo aurait eu 1 milliard de fois plus d'erreurs et 3 fois plus de mauvaises foi si ce n'est plus. Allez checker sa chaîne, ça me fera plaisir, abonnez-vous à lui, ça me fera plaisir, je vous le dis, je pense que c'est le plus grand expert Bleach en France. Voilà, je pense que Tite Kubo, quand il a une hésitation sur son propre lore, je pense que voilà, il va sur WhatsApp et il envoie un message à Shinji pour voir de quoi il en retourne. En tout cas, voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu malgré tout, likez, abonnez-vous, partagez, ça aide la chaîne à fond, et prenez soin de vous, à la prochaine.